Il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on se rencontrait, 3 ans, quasiment 3 ans, on se rencontrait pour la première fois, nous et vous, à la salle des fêtes de Bigouille. Auparavant, il y en avait une autre réunion qui avait eu lieu ici, mais moi, je n'étais pas de ce côté. Et ça continue, ça perdure, c'est-à-dire que chaque année, plusieurs fois, 1 à 2 fois par an, on essaye de se rencontrer, de discuter, de répondre aux questions, quand il y a des questions, et il y a souvent des questions. Sauf que cette année, c'est juste une petite parabole à ça. On est en Ligue 1, vous savez que c'est médiatisé comme c'est pas possible, et que ce sera filmé, enregistré et passé sur le site, et qu'il y a des gens qui pourraient peut-être un jour les reprendre, s'amuser, les ressortir. Donc ce que je demande, j'en ai aucun doute là-dessus, mais que ça reste digne et toujours dans l'état qu'on a connu quand on a fait ce type de réunion. Et cette fois-ci, encore plus que d'habitude. Avant de passer la parole, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Frédéric Hans va prendre la parole dans 2 minutes. Il va parler de son projet sportif, il va parler des joueurs, de ceux qui ont été recrutés, des nouveaux joueurs que vous connaissez peut-être pas, ou pas beaucoup. Ensuite, il parlera donc de tout le côté sportif. Ils répondront à vos questions, si vous avez des questions, et c'est pour ça que les joueurs sont là. Ensuite, les joueurs vont partir parce qu'ils ont un match à préparer quelque part. Et puis ensuite, on enchaînera sur Pierre-Marie qui présentera un pan du budget, ou le budget par pan, pour que vous puissiez vous caler sur ce qu'on a imaginé en début de saison, partie par partie. Ensuite, il y aura José qui parlera aussi sur la partie sécurité. Pierre-Marie parlera aussi sur la partie travaux qui restent à réaliser, qui ont été réalisés, que vous sachiez aussi ce qui reste à faire, parce que demain matin, il y a une réunion importante qui se tient au club, avec la communauté d'agglomération bastiaise. Et puis ensuite, on répondra aux questions, et il sera peut-être 21h, et après, on rentrera à la maison. En attendant, moi je voudrais remercier au nom des dirigeants, au nom du staff, tout le monde, la mairie de San Martino de Pedranera qui nous accueille gratuitement dans cette salle. On est dans le territoire de la CAP, ça tombe très bien. Je sais qu'on n'aura pas de reproches. Deuxièmement, je voudrais vous remercier, moi, à titre personnel. Il y a des moments dans la vie où on est content et fier d'appartenir à une famille. La famille, on en a tous une, voire 2. Et puis, il en arrive une autre un jour. C'est celle qui... C'est sûrement la plus importante, et c'est celle qui se trouve à nos côtés. Quando c'è bisogno, perché a casa non vita, che c'è da fare, con piace lui, che a casa malaureusamente, è accaduto a voi e forse ad altri, e a casa attorno perché c'è vita che è così. E quando si sente un popolo a fianco a voi, nei partiti così, che si di a vita di tutti i giorni, face pro, assai si muovere, si casi così, c'è questa virtù che esiste et qu'on ne passera mai. C'est la vie d'un club. Un club, c'est plein de choses. Il y a des gens, il y a des clubs plus importants que nous qui disent qu'ils sont plus que des clubs. Parce que j'ai passé un moment très délicat dans ma vie, je peux vous dire que le Sporting aussi, c'est plus qu'un club. C'est une famille et c'est un peuple. Merci. Bonsoir à tous. Merci Mathieu. Moi j'ai participé pour la première fois à ce type de réunion en juin 2010, quand on attaquait la saison du national. Tout le monde s'en foutait de ces réunions, sauf ceux qui étaient présents. Après l'an dernier on en a fait aussi et un peu plus de monde s'y intéressait. Et aujourd'hui ce qui est important que vous sachiez, et je pense que c'est tout ce qui fait la grande différence entre la Ligue 1 et puis le reste des divisions, c'est qu'il y a ça là-bas. Il y a des caméras et que ce qui va se passer ce soir sur la Corse, certains vont s'y intéresser.
Et sur le continent, il n'y a que s'il y a un incident ce soir que les gens vont s'y intéresser. Et le problème de ça, là-bas, c'est que quand vous êtes en Ligue 1, tout le monde est à l'affût de tout. Et qu'il est important dans la réunion qu'il y a ce soir, je n'ai aucun doute là-dessus, mais c'est important de le préciser, c'est qu'on affiche aux yeux du monde, aux yeux de YouTube, de cette espèce de connerie qui fait que demain, même en Nouvelle-Calédonie ou au Groenland, quelqu'un peut voir ce qui s'est passé là, qu'on affiche une solidarité et comme vient de dire Mathieu très justement, qu'on affiche un esprit de famille qui est cet esprit-là qui nous permet depuis 2 ans, tous ensemble, de faire des exploits. Par rapport à mon intervention, je voulais débuter d'abord sur les hommes et les femmes. C'est-à-dire que vous venez au match, autour de moi, autour de nous, il y a une équipe qui travaille, elle est très importante, elle est très impliquée. Donc, évidemment, je vous parlerai des joueurs, mais j'y reviendrai. Bon, actuellement, on a 25 joueurs sous contrat professionnel au Sporting Club de Bastia. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais surtout parler des gens qui travaillent autour de l'équipe. Ce sera rapide, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a évidemment un staff technique qui est composé de 5 membres. Régine Aldré qui est ici, adjoint. Benoît Tavenot qui est en charge, qui fait partie du staff technique pro évidemment, mais qui est en charge de l'équipe de la CFA. Je reviendrai après sur Manu Bastin. Hervé Secchi qui est entraîneur des gardiens. Vous voulez qu'ils se manifestent ou vous les connaissez tous? Tout le monde les connaît? Mais c'est important pour moi de le répéter. Didier Bouillot qui est responsable de la préparation physique, Fred Ney qui est entraîneur adjoint. Il y a un staff médical aussi. Ils sont en bout de table là. Michael Bond-Laborie qui nous avait rejoint l'an dernier. Jean-Pierre Yongo qui nous avait rejoint l'an dernier aussi, mais à la formation et qui a eu une promotion cette année. Il est à plein temps avec le groupe professionnel. Les médecins qui interviennent, Marie-Claude Philippi et François Brochet. On a aussi des intervenants qui interviennent ponctuellement. Nundia Gudice, lui, ostéopathe, et Jérôme Cancerelli qui est podologue. Après, il y a toute une logistique aussi, dont le maître d'œuvre essentiel est Joe Bonavita, qui s'occupe de tout ce qui est préparation des déplacements, relations avec les arbitres. Et puis au quotidien, il y a quelqu'un qui travaille énormément, parce que lui, il n'est jamais blessé, il ne peut pas l'être, il faut qu'il soit toujours là à tous les entraînements. C'est Manu Vasta qui s'occupe des équipements. Après, au niveau technique, il est important de rajouter Doumé Monti, qui est ici, qui s'occupe de toute la partie vidéo, c'est-à-dire qu'il nous fournit à moi et au staff tous les DVD de tous les matchs, et c'est hyper important parce qu'on travaille énormément sur la vidéo, que ce soit sur des analyses collectives, très souvent après les matchs par rapport à notre match, et sur chaque match, le jour du match, pour présenter l'équipe adverse, et puis évidemment des montages individuels, puisque quand on travaille avec les joueurs, on montre des images pour améliorer ce qui est amélioré et dire ce qui a été. Après, quelqu'un nous a rejoint aussi, c'est Christophe Colonna qui s'occupe de la relation média. Et en Ligue 1, c'est très important parce que ce soit les joueurs ou le staff, on est extrêmement sollicités. Voilà, au niveau des hommes qui sont autour de l'équipe, j'espère ne pas en oublier. Après, venir sur le groupe, et à travers le groupe, expliquer un peu quelle a été notre stratégie, enfin ma stratégie et en relation avec les dirigeants évidemment, entre la Ligue 2 et la Ligue 1. J'ai fait simple. Moi, je me suis inspiré de ce qu'on avait fait de notre passage en national en Ligue 2. C'est-à-dire que, dans mon esprit, chaque joueur qui part est remplacé par un joueur qui peut nous apporter plus. On avait un effectif très réduit en Ligue 2. Dans un premier temps, mon souci n'était pas de ramener beaucoup de joueurs, c'était de rester à peu près avec cet effectif-là, et sachant que ce soit pendant le mercato ou aujourd'hui, le groupe est encore en capacité de recevoir d'autres joueurs. Mais je préfère être dans ce sens-là que dans le sens inverse. Il y a beaucoup de clubs qui ont démarré la saison avec 30-35 joueurs et qui sont dès le début de la saison avec la volonté de se séparer de certains joueurs parce qu'ils en ont trop. On ne peut pas, nous, au Sporting, se permettre ça. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau humain, au niveau sportif et au niveau financier, on ne peut que prendre des joueurs dont on estime au départ qu'ils vont nous apporter et non pas empiler des joueurs qui, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on se dit on s'est trompé ou on est trop nombreux. Donc, dans ma vision, c'était la même stratégie, c'est-à-dire au niveau des hommes et du nombre, rester à peu près sur le même effectif, compenser les départs. Les départs, ça a été qui? Ça a été Désiré Perriat-També qui a arrêté sa carrière, Mathieu Robaille qui est parti à Nîmes, David Suarez qui est parti à Arles-Avignon, Sadio Diallo qui a été transféré à Rennes, et Amiran Sanaya qui aujourd'hui est toujours sans club, qui était en fin de contrat, qu'on n'avait pas conservé,
et Pierre-François Sodini qui a attaqué la saison avec nous, puis après qui est allé rejoindre Calvi. Au niveau des arrivées, donc c'est quasiment équivalent en nombre. Hein. Dans le désordre, je vais dire, nous ont rejoint donc Julien Palmière, dans le désordre ou dans l'ordre. Je vais essayer de rester chronologique. Julien Palmière, que je souhaitais qu'on prenne au mercato de janvier, mais un problème administratif nous avait empêché de recruter. Sambouya Tabaré, qui arrive de Monaco. Gaëtan Varenne, qui fait partie des joueurs qui jouent dans les divisions supérieures, donc on estime qu'il a un profil intéressant. Il était à Cournon l'an dernier, on l'avait vu sur notre opposition CFA2, puis on l'a suivi après, il a marqué 25 buts en CFA2, donc il nous a rejoint. Gaëtan fait partie de 3 joueurs qui ont un statut un peu spécial, j'y reviendrai. Et Sylvain Marchal, donc, qui vient de Saint-Étienne, Anthony Modeste, qui lui est entré de Bordeaux, Ilan, dont vous savez d'où il vient, et Landry Bonnefoy, qui nous a rejoint, qui est gardien de but, comme vous le savez, parce que Doumé Agostini a été blessé au mois de mars dernier, on ne savait pas quand il pourrait reprendre, il était important de démarrer la saison avec 2 gardiens de bon niveau et valides. Donc un équilibre entre les départs et les arrivées, avec une stratégie en 2 parties. Une première partie sur la première partie de saison, se dire on fait confiance aux gens dans la grande majorité qui nous ont permis de monter, on rajoute un peu d'expérience, il est important de prendre des joueurs qui ont connu la Ligue 1, Ilan, Sylvain, Anthony, et après on voit, tout simplement. Et l'an dernier on avait pris la même démarche, rappelez-vous, on avait ramené certains comme Ludo Jeunesse, mais aussi Jérôme Roten qui nous a apporté cette expérience-là, Toafilou Maolida. Il s'est avéré qu'en janvier on était bien classé. On a juste voulu faire 2 ajustements. On voulait prendre Jonathan Lacour et Julien Palmière. Et bon, on n'a pas pu le faire, mais quelque part, ça n'a pas été gênant dans la mesure où l'équipe était dans une super dynamique. Cette année, on verra. Cette année, on verra. On verra à ce moment-là. Mais d'ores et déjà, moi, je pense que à la fois sur la densité à l'entraînement, parce que l'exigence de la Ligue 1 est bien autre, et chaque jour doit être source de progression, de compétitivité et de travail. Il sera peut-être nécessaire très rapidement de se renforcer pour ça aussi. Moi j'estime qu'aujourd'hui nos séances d'entraînement ne sont pas suffisamment élevées en rythme et en densité par rapport à l'exigence de la compétition Ligue 1. Et ça c'est un constat qu'on fait et qui est naturel aussi par rapport au groupe qu'on a. 25 joueurs certes, mais 3 gardiens de but. 3 jeunes qui sont dans un statut qui signent leur premier contrat professionnel, Gaëtan Varenne, Christophe Vincent et Olivier Lanouch, qui alternent entre le groupe CFA et le groupe Ligue 1. Donc 25 moins 3 gardiens, ça fait 22, moins 3 jeunes qui alternent, ça fait 19. Vous rajoutez 2-3 blessés constants, et je pense qu'on est un des clubs où il y a le moins de blessés, vous vous retrouvez à 16 joueurs. Et c'est insuffisant en termes de concurrence, en termes d'impact, en termes d'intensité. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige, sans précipitation. Aujourd'hui, on a connu des défaites très difficiles à avaler, une succession, 4 d'affilée, avec des écarts de score importants, mais je crois qu'il faut avoir de la mémoire. Rappelez-vous, l'an dernier, on avait commencé par 3 victoires, cette année on a commencé par 2, et je pense que beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas, on a eu 5 matchs sans victoire d'affilée au mois de septembre. 2 nuls et 3 défaites. Cette année, sur les 5 derniers matchs, on a fait 4 défaites et 1 nul. Bon, c'est pas bien, hein, je le sais. Mais l'an dernier, on avait eu ce parcours-là, et puis on avait été champion. Je ne vous promets pas qu'on sera champion de France de Ligue 1. Mais voilà, l'an dernier, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'inquiétude. Cette année, j'ai senti un peu plus de frémissement ou de remise en question, parce que c'est la Ligue 1, parce qu'il y a plus d'attentes de la part des joueurs, de la part des dirigeants, de la part de moi-même et du staff, de la part des supporters. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et l'an dernier aussi, on a eu une période très difficile au mois de septembre. J'espère que, et on verra de quoi sera fait l'avenir sur les matchs qui viennent, on peut préjuger de rien, mais bon, j'espère qu'on a mangé notre pain noir et qu'aujourd'hui, que ce soit athlétiquement, tactiquement, mentalement, on est davantage prêt à affronter la compétition, comme on a pu le constater contre Metz et à Nice. Parler aussi de 2 joueurs qui sont prêts, qui sont contrats au club, mais qui sont prêtés à 2 clubs. Ludo Jeunesse est prêté à Istres pour une saison. Et Florent André, qui fait partie des jeunes qui ont signé leur premier contrat professionnel, et qui a signé 2 ans, a été prêté cette année à Fréjus en national. Et ces 2 joueurs-là jouent d'ailleurs aussi bien à Fréjus qu'à Istres.
Voilà, j'ai dit pas mal de choses. Peut-être ouvrir le débat pour pas que ce soit un monologue. Moi, je voulais poser le cadre. Vous dire, mais on y reviendra, que le groupe joueur, le staff technique est extrêmement, et c'est un faible mot, sensible au nombre d'abonnés qu'il y a eu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis touché et surpris par l'attitude des supporters contre Saint-Etienne alors qu'on est battu chez nous, contre Paris alors qu'on est battu chez nous. C'est des choses et c'est des attitudes, et je parle vraiment au nom des joueurs et du staff, dont on se sent redevable vis-à-vis de vous sur le reste de la saison. Après, ceci étant dit, moi je suis avec beaucoup de joueurs tous les jours à l'entraînement. Je peux vous dire que c'est des gens, c'est des hommes qui sont investis dans leur métier, qui l'aiment, qui savent où ils sont, qui savent quelle est l'importance pour les supporters d'une implication, et qui adhèrent complètement à ça depuis toujours. Et ceux qui nous ont rejoints, qu'ils soient sous contrat, qu'ils soient en prêt, adhèrent aussi à ça. La période qu'on vient de vivre a été une période de souffrance importante pour eux, et aujourd'hui il y a une réelle volonté de s'adapter à ce niveau-là. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent cette année, qui nous ont rejoints en national. Le fossé est énorme entre la nationale et la Ligue 1, mais il y a tous les jours cette volonté de progresser. Moi je suis intimement convaincu qu'il faut faire face à la situation. Ça va un peu mieux, on a battu Metz, on a fait du Nice, mais on ne sait pas si on est sorti du tunnel. Moi je suis intimement convaincu que sur la durée, si on reste constant dans nos relations, si on reste confiant dans notre travail, mais exigeant, parce qu'il y a des choses à améliorer de manière évidente, on relèvera la tête et on reprendra des points, et on fera une belle saison de Ligue 1. Maintenant, chacun se rend compte que la Ligue 1, c'est pas un fleuve tranquille. Dans ces périodes difficiles, il faut qu'on fasse face tous ensemble. Dans les bonnes périodes, ne nous enflammons pas. Et voilà, pour un promu, la Ligue 1, c'est des vagues. C'est-à-dire, il y a des bons cycles avec des bonnes séries, il y a des cycles bas. Dans les cycles bas, il faut faire face et travailler et être solidaire. Et dans les cycles hauts, il faut continuer à travailler ensemble pour que ces cycles hauts perdurent le plus longtemps possible. Mais c'est d'une intensité émotionnelle et relationnelle exceptionnelle. Certains d'entre nous connaissent ça, d'autres le découvrent. Et c'est ce qui fait que certains le découvrant, on ne peut pas être efficace immédiatement, mais moi je suis intimement convaincu que sur la durée, on va apprendre encore, on va s'améliorer, et on aura de belles séries. Je laisse la parole à Anthony ou à Jean-Marie, s'il y a des questions posées. Alors, bonsoir à tous. Juste un petit rappel, parce que certains l'ont peut-être oublié ou pas, ou ont voulu l'oublier, ce qui serait aussi normal. Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, on faisait déjà une réunion, la première d'une longue série d'ailleurs, première réunion avec la réactivation du CSP, donc, et dans une période une des périodes les plus sombres du club, toute l'histoire du club, si ce n'est pas la plus sombre finalement après bien entendu la fameuse catastrophe, dont on reparlera certainement. Ce jour-là, il y avait eu du monde, il y avait une autre équipe dirigeante, donc quelques membres sont encore ici d'ailleurs, bonsoir. Pierre-Marie qui voulait nous envoyer un fax. Donc avec le regretté Bébert, pour qui, même si en tant que dirigeant et non en tant que supporter, tout ne s'est pas toujours bien passé, on a quand même envie d'avoir une très très forte pensée pour lui et pour sa famille ce soir, parce que bon, malgré tout, on pense qu'il n'était pas le responsable de tous les malheurs du Sporting. Donc c'était pour permettre quand même d'avoir une pensée pour lui, et avoir une pensée pour ce qu'était le Sporting à ce moment-là aussi, c'est-à-dire au bord du gouffre, avec peut-être 500 supporters de moyenne par match, on dira, à peu près. Et quelques mois plus tard, le début du renouveau du Sporting, avec donc la nouvelle équipe dirigeante, plus certains membres qui étaient encore motivés. Et on a recommencé à sourire, recommencé à rêver, et malgré la descente en nationale en fin de saison, on avait l'impression d'avoir retrouvé quelque chose. Donc c'est juste pour ce petit rappel, il y a 3 ans, on était là et on pleurait. Donc aujourd'hui, on a perdu 4 matchs et on s'en fout, tout simplement. Donc je vais remercier déjà tout le monde d'être présent, remercier M. Padovan et la mairie de Pétraner, remercier le coach pour son introduction, et je laisse la parole à Anthony pour la première question.
Coach, merci encore une fois de votre invitation. Merci à tous les supporters, merci aux joueurs évidemment d'être présents et aux dirigeants. Alors nous, fidèles à notre réputation, vous savez que notre mode de fonctionnement, on a toujours très fortement insisté sur le fait qu'on n'est pas des entraîneurs, on n'est pas des joueurs, on est des supporters et on sait ce que c'est être supporter, on reste à notre place. Aujourd'hui, on n'a pas donc la prétention de vous apprendre votre métier, mais on va vous poser des questions qui sont en rapport avec notre ressenti, notre ressenti de fidèles, de supporters. On va vous parler énormément de valeurs et de tout ce qui est autour du jeu. Voilà. On fera simplement une légère entorse à notre non-invasion du terrain technique, mais elle est très légère et vous comprendrez très vite ce qu'on va pouvoir. Donc la première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, bien évidemment, le coach, s'il le veut, laissera la parole à la salle. La première question, c'est un constat, c'est qu'il n'y a pas eu un match depuis le début de saison sur lequel on n'a pas été mené d'entrée de jeu ou en premier. Et c'est quelque chose de tout à fait inhabituel pour nous, notamment depuis que vous êtes arrivé au manettes du club. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle explication vous pourriez donner là-dessus? Et deuxièmement, est-ce que c'est symptomatique selon vous d'une faiblesse psychologique de l'équipe ou est-ce que ça peut se corriger? Ça peut se corriger, ça va se corriger. Il faudra que ça se corrige. Je crois qu'il y a deux éléments essentiels par rapport à ça. Le premier, il est émotionnel, c'est-à-dire que je pense qu'on a entamé la Ligue 1 un peu comme la Ligue 2, ça nous a réussi au départ à Sochaux et contre Reims. Je dirais pas la fleur au fusil, mais avec une volonté offensive. On a fait une préparation très sérieuse, tout le monde. Et ça, je pense que ce sera important et on en verra les effets tout au long de la saison. On n'a pas eu de pépin physique sur la préparation, excepté Fethi Arek qui a eu un souci à la cheville et Ilan pour les maux adducteurs, qui est d'ailleurs récurrent. Donc, sur la saison, je pense qu'on aura une constance athlétique qu'on a eue en national et qu'on a eu en Ligue 2. Après, d'un point de vue émotionnel, beaucoup de joueurs découvraient la Ligue 1 et voilà, sur cet aspect-là, peut-être une partie de stress, etc., qui fait qu'à des moments, on a eu des flottements dans le match, notamment en début de match. Après, je pense qu'il y a aussi une partie athlétique, dans la mesure où on a fait une préparation pour être bon tout de suite, mais aussi sur la saison. Et que, notamment sur les échauffements, on a corrigé certaines choses au bout de 3 ou 4 matchs en faisant ce constat-là, et qu'on s'aperçoit que sur l'attitude mentale et athlétique, ça va un peu mieux. C'est des choses qui sont très difficiles à corriger. Il y a aussi les phénomènes de série. Je ne vais pas me cacher derrière ça, mais aujourd'hui, il y a une attention davantage qui est portée sur le début de match, à la fois athlétiquement, émotionnellement et même tactiquement. Et bon, contre Metz, bon, on va dire que c'est que du national, mais bon, nous, il y a 2 ans, on était allé gagner chez une équipe de Ligue 1. Donc, au moment où arrive ce match-là, aujourd'hui, on peut dire que c'était facile, mais c'était très compliqué l'avant-match, et il a été très bien géré par les joueurs. À Nice, il y a une bonne attitude sur le début de match, on démarre très bien. On avait très bien démarré à Evian aussi, je pense qu'on est puni injustement. Donc voilà, pour moi, sur cet aspect-là, il y a une nette amélioration. Il y a effectivement le match de Paris qui est une déception à ce niveau-là. Mais sur les 3 derniers, outre Paris, hormis Paris, il y a une nette progression. Et maintenant, j'espère qu'on va arriver dans un cycle où on pourra prendre les choses en main tout de suite. Sur ce que je vois athlétiquement sur les joueurs et même émotionnellement, je pense qu'on est capable, on est en mesure actuellement de mieux démarrer les matchs et de prendre le score en avance. Après, l'important, c'est de se créer des occasions pour marquer, et se créer des occasions ne suffit pas pour marquer des fois, il faut aussi cette part de réussite. Mais j'ai la sensation que sur le début de match des derniers matchs, il y a quelque chose qui va mieux. Et bon, pour répondre à la question, je pense que sur le début de saison, il y avait à la fois un aspect mental et émotionnel et un aspect athlétique du fait de la préparation. Et aussi, nous, on est dans une région où il fait très chaud, chacun le constate, et on travaille énormément. Pendant l'été, les joueurs se levaient très tôt pour qu'on s'entraîne très tôt et se couchaient très tard parce qu'on s'entraînait tard. Et c'est des choses que certains clubs dans le continent ne vivent pas et qui, à un moment donné, forcément, laissent des traces. Mais cette préparation-là, moi, j'en suis très content parce qu'elle a été dure, elle a été évolutive et tout le monde y a participé. Et on en aura j'estime qu'on commence à en avoir les effets maintenant et je pense qu'ils vont perdurer très longtemps. La deuxième question, ce sera autour des sanctions contre nos joueurs, sanctions du corps arbitral. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas trop fait autour de ces sanctions sur le niveau Ligue 1? On sent nos joueurs un peu timorés dans l'impact physique, voire bridés. À côté de ça, on prend pas mal de cartons pour discussion
mouvement d'humeur. Alors la question, on pourrait la tourner comme ça, est-ce qu'il serait pas temps de mettre un peu plus le pied et de moins parler sur le terrain, peut-être? Il y a beaucoup de choses dans cette question. On avait constaté l'an dernier sur notre accession Ligue 2, aussi sur notre début de saison, athlétiquement, ça s'est bousculé pas mal. Et il n'y a aucune raison, même a fortiori en Ligue 1, c'est encore... Parce qu'on dit la Ligue 1 est plus technique que la Ligue 2. C'est faux, la Ligue 1 elle est plus tout. Elle est plus technique, elle est plus tactique, elle est plus athlétique, elle est plus psychologique, et c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a sur l'attitude des joueurs aussi une capacité à se mettre à ce niveau athlétique, ce niveau psychologique, être malin. Moins parler certainement, et être plus malin, ça c'est une évidence. Après, il faut que vous sachiez que, je ne communiquerai pas sur des chiffres, mais à l'intérieur du club et du groupe joueur, enfin du staff technique et joueurs, il y a un système d'amende très sévère pour les joueurs qui prennent des avertissements ou des expulsions pour contestation, qui concerne tout le monde, y compris le capitaine. Et bon, je ne vais pas citer le nom, mais les joueurs qui ont mis la main au pot de manière très importante. On va faire un très bon repas très bientôt, parce qu'on sanctionne les joueurs pour ça. Après, moi je suis complètement d'accord avec vous, les joueurs en sont conscients, dans la notion de duel et d'engagement, c'est pas suffisant. Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, la Ligue 1 est le championnat où il y a le plus de rouges sortis de tous les championnats européens. Parce que les arbitres français sont très pointilleux sur les tacles. Donc on peut, c'est dommage qu'il y ait les caméras, mais on peut davantage utiliser les bras, parce qu'ils le permettent, mais sur les tacles, ils sont excessivement sévères, ou sur les paroles. Voilà. Donc ça, c'est un constat qui a été fait. Et bon, moi, je trouve, encore une fois, que sur les 2 derniers matchs, on est dans la bonne attitude. À Nice, on n'a pris que 3 cartons dans un match très engagé. On n'a pas donné notre part au chat. Et Nice prend 5 avertissements, quoi. Donc ça aussi, c'est lié à une adaptation, mais la remarque est très, très judicieuse. Une question maintenant qui est peut-être en rapport aussi avec l'état d'esprit du début de saison, au sujet des mouvements d'humeur des joueurs contre le coach. On a remarqué qu'il y a eu un certain nombre de réactions négatives lorsque certains joueurs se sont fait sortir par le coach, comparé aux dernières années où il n'y en avait pas eu. Et on pense qu'il faut lancer un avertissement par rapport à ça. On pose la question de savoir si ces comportements, au vu de tous, sont acceptables. En ce qui concerne le collectif, pour nous, la réponse est non. Et nous souhaitons, enfin, nous émettons l'hypothèse qu'à l'avenir, les joueurs coupables de ces réactions soient sanctionnés en interne. On a votre point de vue là-dessus. Je vois de quelle attitude vous voulez parler. Moi, j'ai pas eu la sensation sur ces attitudes. Moi, je me suis pas senti visé, et je dirais à la limite, c'est pas... Là où je vous rejoins, c'est l'interprétation qui est faite par le public et l'image que donne le joueur, un joueur du Sporting, par rapport au public. Après, vis-à-vis de moi, sur 2-3 attitudes qui peuvent être surprenantes ou décevantes pour vous, moi, je peux comprendre qu'un joueur qui sort soit un peu déçu. À partir du moment où le mec ne met pas une claque ou qu'il ne me crache pas dessus, on est des hommes. Moi j'ai été joueur, j'étais déçu de sortir. Après, il est important, pas dans ma relation avec eux, que les joueurs prennent conscience qu'on est en Ligue 1, que les choses se voient, qu'ils portent un maillot, qu'ils représentent des valeurs et que ces valeurs-là nécessitent une maîtrise, un respect de ses partenaires, un respect de ses supporters, un respect de son staff technique à tout moment. Mais bon, je vois les 2 ou 3 situations dont vous parlez. Moi, j'ai eu une discussion avec les joueurs, voilà, pour leur expliquer qu'il y a des attitudes qu'il valait mieux pas avoir, mais c'est pas gênant. Moi, je vais citer juste un exemple. Quand j'ai sorti Wabi à Nice, il était déçu. On a eu des mots, mais pas des mots durs, quoi. Moi, je comprends. Wabi m'a dit une chose par rapport à sa sortie. Il l'a dit simplement, sans s'énerver. Moi, je lui ai répondu. Et voilà, je trouve que c'est pas quelque chose qui me choque. Après, effectivement, ça peut choquer l'environnement parce que tout le monde le voit, mais on a rediscuté de ça avec Wabi pour que les choses s'améliorent. Bon, je parle que du cas Wabi parce que je ne veux pas généraliser. Mais il y a d'autres attitudes qui ont eu lieu. Je pense que les joueurs doivent se rendre... Vis-à-vis de moi, ça ne me gêne pas, très sincèrement, parce que je peux comprendre qu'un joueur soit déçu, qu'à un moment donné, il y a beaucoup de tension sur un match. Et les joueurs... Un joueur, il est dans sa performance. Un entraîneur, il est dans la performance de l'équipe. Donc,
on n'a pas la même vision du match. Un joueur vit le match à sa manière, avec beaucoup d'intensité, avec un engagement fort, avec un essoufflement, avec une pression. Et un entraîneur, il vit le match à travers son équipe, à travers l'équipe adverse, à travers l'évolution du score, enfin plein de paramètres qu'un joueur ne peut pas intégrer. Donc voilà, à partir du moment où il y a du respect, moi, à aucun moment, depuis le début de la saison, je n'ai senti de la part des joueurs un manque de respect vis-à-vis de leur public, vis-à-vis de leur staff, vis-à-vis de leur entraîneur. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Mais c'est bien de le souligner, parce que, vous voyez, si vous en parlez, c'est que vous voulez nous dire, ouais, les joueurs ne respectent pas leur coach. J'ai pas cette sensation-là. Voilà, ce sont des joueurs engagés qui, à des moments, ont une déception, qui l'expriment. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils l'expriment d'une autre manière, et qu'ils fassent attention à ça, parce qu'ils sont observés. Cette question, coach, elle ne sort pas de nulle part. D'abord, en préambule, on n'a pas précisé, mais les questions qu'on vous pose, c'est pas ceux qui ont les papiers à la main qui les ont posées. C'est à la fois ce qu'on pense tous les quatre, mais c'est des questions des supporters qui nous ont demandé de vous faire remonter. Hein. Donc on se fait vraiment l'écho de ce qui a été dit. Alors, juste pour finir sur cette question-là, pourquoi ça a tellement d'importance, ces points-là? Vous pourrez nous dire, après tout, le football, c'est un sport d'homme, et nous, ici, on a toujours été très attachés au fait que c'est un sport viril, et vous connaissez notre mentalité là-dessus. Mais pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, on retrouve la Ligue 1. Mais la dernière année où on était en Ligue 1, on sait pourquoi on est descendu. Et on est descendu parce qu'il y avait des comportements de certains joueurs qui, à un moment donné, à l'époque, il y avait un coach qui était ce qu'il était, c'était le coach copain. C'était le copain des joueurs. Il coucounait les joueurs, c'était tous ses potes, etc. Il nous avait dit, laissez-moi faire parce que j'ai eu d'excellents résultats dans les équipes de jeunes comme ça, je ferai la même chose en pro. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Pourtant, le club était en crise, Dieu sait s'il était en crise à l'époque. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a laissé carte blanche. Mais on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, il y avait certains joueurs qui prenaient leurs aises avec le coach. C'était pas notre rôle de parler. Mais vous avez la sensation que les joueurs pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour ça que je le dis. Je le dis parce que quand il vous arrive un accident de voiture à tel endroit, quand vous repassez au même endroit, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et on y est déjà passé. Donc on ne dit pas qu'on est là. On ne dit pas qu'on est dans cette situation. On dit que pour nous, c'est peut-être surprenant de votre côté qu'on en parle, parce qu'on sait ce que c'est. Et on s'est aperçu en cours de saison qu'il y avait des joueurs, à un moment donné, qui s'affranchissaient du coach, et le vestiaire a explosé. Il a explosé en direction des supporters, c'est-à-dire que nous, on a implosé en plein vol à cause de ça, et à cause d'autres paramètres, mais c'est quelque chose qui a été durement ressenti. Et lorsqu'on est descendu en 2004-2005, on est descendu parce qu'à un moment donné aussi, à ce niveau-là, il n'y avait pas de rigueur. Voilà, donc on ne dit absolument pas qu'on en est là. On sait ce que vaut le groupe, on sait la manière de faire que vous avez, mais c'est clair qu'il y a toujours une hantise que ça puisse se reproduire. Donc c'est pas gravissime, mais c'est des signaux qui nous ont alertés. Voilà pourquoi. Non, mais il est important que le message passe et que ce constat soit dit de manière évidente. Alors ça me permet de rebondir encore une fois sur le chapitre valeurs, etc. Vous êtes habitué maintenant, coach, de savoir l'importance que ça peut avoir pour nous. Parce qu'on n'est peut-être pas les meilleurs supporters du monde, mais s'il y a bien quelque chose qu'on cultive, c'est bien ça. C'est bien les valeurs et ce qu'on est et ce que représente le sporting pour le peuple corse. La question suivante concerne l'échange de maillots et les embrassades après défaite. Alors vous applaudissez vous-même parce que cette question, c'est celle de tout le monde. Hein. Alors moi, je vais vous citer, coach. Hein. Vous avez déclaré « On ne va pas en Ligue 1 pour échanger nos maillots parce que le plus beau maillot, c'est celui du Sporting. » Je maintiens. Une très belle phrase qui restera. Alors la question, elle est très simple. Moi, j'ai pas de maillot. Hein. Et j'ai jamais échangé mon costume. Ni à Bastia, ni ailleurs. Hein. La question, c'est ne trouvez-vous pas cela déplacé qu'après une lourde défaite à domicile, certains de nos joueurs s'empressent dès le coup de sifflet final de demander le maillot de l'adversaire? Alors moi, j'ajoute qu'il n'y a pas simplement qu'à l'extérieur. À domicile, ça s'est passé aussi à l'extérieur, notamment à Rennes. Comprenez-vous que cela ait pu choquer et irriter les supporters? Moi, je vais parler de ça. Après, je pense qu'il est important que les joueurs s'expriment. Il y a beaucoup de choses dans cette question et il y a beaucoup de valeurs, effectivement. Il y a... Déjà, l'important pour moi, c'est les 90 minutes, 95 minutes du match. Moi, j'affronte des entraîneurs adverses, certains sont des amis, certains je ne les apprécie pas, j'ai la même attitude.
C'est-à-dire qu'à un match, on serre la main, basta, il y a la fin du match. Si j'ai gagné, je parle un peu. Si j'ai perdu, je lui serre juste la main. Ça, c'est mon attitude. Les joueurs, ce que je leur demande, c'est pendant les 90 minutes d'être impliqués à fond. Sur ce dont vous parlez, on en a déjà parlé avec les joueurs. Après, moi aussi, c'est quelque chose qui me gêne un peu, mais je pense que les joueurs sont dans un engagement fort pendant le match et sont dans une culture et une éducation qu'à la fin du match, quoi qu'il se soit passé, on se respecte, on se serre la main, et ça c'est bien. Et pour certains, on échange des maillots. Voilà. Et pour certains, on échange des maillots. Donc je pense que c'est important que les joueurs s'expriment là-dessus. Je pense que c'est important aussi que vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de vestiaire. Ce dont vous parlez, moi, je ne l'ai pas vu parce qu'à la fin du match, je rentre très vite au vestiaire. Mais j'en ai entendu parler. Le matin du match de Metz, j'ai dit des choses aux joueurs qui resteront dans le vestiaire, mais par rapport à ce que représentait le maillot pour nous tous, et surtout pour vous. Et je crois qu'on a beaucoup de joueurs qui tous sont très engagés pour le maillot du Sporting Club de Bastia. Dans leur esprit, le match est une lutte féroce et il faut l'engager. Et au coup de sifflet final, c'est terminé. Voilà. Nous, on comprend, on a joué au ballon, hein, donc on sait ce que c'est. Enfin, il y a certains qui n'ont pas joué au ballon parce qu'ils n'étaient pas bons. Mais nous, on a joué au ballon. Donc, en fait, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter le type avec qui on a joué dans un club, parce que j'imagine que si dans 2 ou 3 ans, les joueurs qui sont aujourd'hui ici se croisent sur un terrain vont avoir le plaisir de se retrouver, et c'est des témoignages d'amitié. C'est pas ça qu'on remet en cause. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un terrain, qu'aujourd'hui, on est médiatisé. Ces 2 dernières années, les matchs, on ne les voyait pas, parce qu'ils n'étaient pas diffusés, tout simplement. Donc on avait la torture de Jean-Philippe ici présent à l'extérieur et de Jean Ponen. Donc aujourd'hui, on redécouvre le match à la télévision, et aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Bon, je prends 2 exemples. Qu'à la fin du match contre Rennes, des mecs qui se respectent, qui jouent ensemble en sélection, se saluent, etc., c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on prend un but à 6 ou 7 minutes de la fin, qu'on a la tête dans le sac complet, comme les joueurs, parce qu'ils sont dans leur match, etc. Nous aussi, on est dans leur match. Nous aussi, on est fatigués à la fin du match. Alors, on ne joue pas, mais parfois, on est peut-être même plus fatigués que les joueurs. Donc, ça, c'est pas beau, ça. Carton jaune. On est épuisé. On est épuisé. Non, mais on est fatigué, et surtout, le problème, c'est qu'on est sur le coup de la frustration. Et c'est clair que voir des joueurs hilars en train de se taper dans le dos, de s'échanger les maillots, etc., on ne va pas remettre en cause le fait d'échanger les maillots. Ça se fait depuis la nuit des temps. C'est qu'il y a des circonstances dans lesquelles on n'est pas seul au monde lorsqu'on fait ça. Et que tout le monde le voit. Et quand après Paris Saint-Germain, puisque vous en parliez tout à l'heure, on prend 4-0 à domicile, vous vous souvenez qu'on avait discuté avant ce match-là, je vous avais dit, coach, on n'a jamais pris 2 roustes d'affilée comme ça à domicile, ça n'existe pas. On avait pris 3-0 contre Saint-Etienne. Nous, on l'a fait. Voilà, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Je dis, dans l'histoire du club et de ces sujets japonais, ça n'existe pas qu'on prenne 2 roustes comme ça. Mais vous avez vu ce que ça a donné, même malgré le 4-0, on a su qui on avait en face et on a apprécié le match qu'il y avait. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas aller voir tel ou tel joueur qui est effectivement un type très connu, etc. Mais ça peut attendre d'être dans les vestiaires ou d'être dans l'intimité des joueurs. Quand nous on prend 4-0 et que lorsqu'on rentre à la maison ou même de visu au stade, on voit des joueurs pour qui l'essentiel c'est d'échanger le maillot et de faire en sorte de... Non, ça passe pas. Ça passe pas, c'est pas à nous de dire ce qu'il y a à faire ou pas, mais c'est un ressenti très fort. Moi ça je le comprends. Ouais. Maintenant, on parle de la fin de match, il est important que vous sachiez qu'il y a un match, je dirais c'est toute une semaine de préparation et c'est tout un rituel de match. Moi je mets tout en œuvre pour qu'avant le match, il n'y ait pas de contact entre nos joueurs et l'adversaire. C'est-à-dire qu'on arrive assez tard au stade, on fait les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire on remet en place dans le vestiaire la position de chacun, et après les joueurs vont voir le terrain, et en général au moment où ils vont le voir, c'est 7h moins 10 et les autres n'y sont pas. Donc, parce que moi aussi ça me gêne quand avant un match, et des fois les joueurs, comme tu le dis Anthony, les joueurs ils se connaissent très bien, ils ont joué dans notre club, ils ont été formés ensemble, je veux dire la Ligue 1 c'est tout petit quoi, hein, tout le monde se connaît, et donc j'aime pas quand avant un match, un joueur croise un autre joueur et il le connaît, ils ont grandi ensemble et il ne va pas baisser la tête et tourner. Donc je mets tout en œuvre pour éviter ces moments de rencontre, parce qu'il me semble important, il faut appeler un chat un chat, hein. On va livrer une bataille, quoi, une bataille sportive, mais on va livrer une bataille, donc
quand on livre une bataille, avant la bataille, on ne boit pas un thé avec celui contre qui on va guerroyer après, quoi. Voilà. Donc ça, sur les protocoles d'avant-match, on met tout en œuvre et les joueurs le respectent et le comprennent pour qu'on soit, nous, dans notre préparation mentale, etc., et qu'on aborde le match tous ensemble. Après, sur l'après-match, voilà, le match est fini, et moi j'entends ce que tu me dis, et encore plus à Bastia, je le comprends, et encore plus quand tu prends une colle, ou que tu perds sur la fin de match. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut parler, il faut peut-être que les joueurs prennent la parole pour exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà. Moi je considère que quand le match est fini, le match est fini. S'ils le veulent, mais encore une fois, c'est pas dirigé contre ce qu'ils font, on les avertit que c'est vécu comme de manière très, très vive, quoi. Parce qu'à Bastia, plus qu'ailleurs, peut-être, le Sporting c'est un club de combat. Le match est un combat. C'est pas simplement un match de ballon, il y a beaucoup de ressenti derrière ça, etc. Tout le monde le sait, c'est ce qui fait notre force. Voilà. Et ce qui est arrivé après avoir pris 3-0 et 4-0 à domicile, vous le savez, et je pense que les gens d'ici le savent mieux que personne, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le Sporting n'a jamais été applaudi comme il a été après 2 défaites. Alors maintenant, c'est clair qu'on n'est pas les censeurs, on ne va pas toujours être là. Je ne pense pas qu'être joueur du Sporting aujourd'hui, ça soit difficile. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres clubs, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est emmerdé dans la rue. Il n'y a personne qui quitte l'entraînement, comme dans certains clubs où les ultras font la chasse aux joueurs, etc. Voilà, Bastia, c'est le paradis pour un joueur, pour jouer. Nous, c'est le ressenti qu'on a. Mais à un moment donné, il y a certains sujets sur lesquels il faut que les joueurs aient conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Anthony, tu as complètement raison. Le club n'a jamais subi de revers d'affilée de cette manière. Le club n'est jamais passé du 3e niveau national au 1er niveau national en 2 ans non plus. Et n'a jamais remporté 2 titres d'affilée non plus. C'est clair, c'est pas pour attaquer le club, c'est pour dire. Mais Anthony, moi je te comprends. Et je partage ce que tu penses. Voilà. Mais on est dans un échange. Aujourd'hui, les choses ont été très vite, très vite, de manière au niveau sportif. Voilà. Et il est important qu'on ait ces réunions-là pour que nous, il n'est pas question de se défendre ou quoi que ce soit. Je dirais on gagne ensemble, on perd ensemble. Je l'ai assez répété quand on gagnait. Mais qu'on échange ça et que chacun exprime à son niveau ce qui lui paraît important ou pas, parce que des fois tu es à côté des gens tout le temps et tu comprends pas ce qui est important pour lui, et ce qui est important pour toi n'est pas la même chose pour lui. Donc mais moi je trouve que c'est très important que vous le disiez, que les joueurs l'entendent, que moi je l'entende, et qu'on fasse en sorte qu'on soit dans une meilleure cohésion sur les matchs à venir. Non, ouais, je voulais réagir par rapport à ta réaction là, sur les maillots en fin de match, l'échange des maillots. C'est vrai, comme l'a dit le coach, on arrive tard au match pour pas croiser des joueurs adverses avec qui on a partagé des fois beaucoup de choses. Donc c'est normal parce qu'on livre une bataille pendant 90 minutes et qu'on fait tout pour essayer de gagner son match et que tout le monde soit content. Après la fin du match, il y a différentes façons pour un joueur de résumer sa déception, en fait, tout simplement. T'en as qui rentrent direct au vestiaire parce qu'ils sont très déçus et ils veulent voir personne. D'autres qui vont remercier le public qui nous a soutenus jusqu'au bout, ce qui s'est fait. D'autres qui vont parler aux joueurs adverses tout de suite après le match, voilà, pour dire 2-3 mots simples et échanger le maillot. Et c'est pas pour autant qu'ils respectent pas le maillot qu'ils ont. Après, je comprends que ça peut être mal perçu pour vous, les supporters, où je suis pas d'accord avec toi sur ce que... Du moment, je l'ai pas vu, mais j'ai pas vu de joueur hilar après avoir pris 4-0 ou 3-0. Je sais pas On parle de Rennes. D'accord, ouais, d'accord. Non, mais parce que le match de Paris, moi j'ai référence au match de Paris. Parce que là, oui, c'est grave. C'est un mec qui est content de voir son copain et rigole avec lui au rond central alors qu'on a pris 4-0, c'est sûr que ça fait mal. Après, il y a aussi des jeunes joueurs dans l'effectif qui connaissent pas forcément l'importance qu'ont les supporters sur ce qu'ils voient en fin du match. Et là, je prends l'exemple de Flo, par exemple, qui a eu... Bon, il s'est excusé, hein, je crois qu'il vous a remis le maillot en fin de match contre Metz. Parce que peut-être, ouais, lui, il a échangé, il a mis le maillot,
Et vous l'avez mal compris. Pas que Flo, hein. Ils n'écoutaient pas seul en cours. Non, mais qui l'a mis. C'est lui qui a été pris en partie en fin de match. Donc, je pense que changer le maillot, voilà, pour moi, personnellement, normalement, je le change dans le couloir. Voilà, il y a des joueurs, ils vont changer sur le terrain. On ne peut pas leur reprocher de changer sur le terrain. Après, oui, il y a une attitude, il y a une déception, et je peux te dire qu'après le match de Paris, comme après le match de Rennes, comme après le match de Saint-Etienne, comme après le match d'Évian, ça fait beaucoup, mais la déception était énorme dans le groupe, et tout le monde a conscience que on doit faire plus, à tous les niveaux, mais c'est pas pour autant qu'on ne respecte pas le maillot. Voilà, donc au nom du groupe, si ça a été mal compris, on s'excuse. Encore une fois, mais si ça se reproduit, ne le prenez pas mal, tout simplement. Voilà. Après, on a très bien compris qu'il ne faut pas le remettre, que voilà, changer dans le tunnel, c'est mieux, mais après, voilà, libre à chacun de faire ce qu'il a envie aussi, et c'est pas contre vous. Voilà. Après, comme je te dis, il y a des déceptions. Les déceptions des joueurs, elles sont différentes. Voilà, il y en a vraiment qui ne prévoient pas, qui rentrent chez eux, il y en a d'autres qui sont capables d'aller manger au restaurant après le match, même quand ils ont pris 4-0. Voilà, comme des supporters, il y en a qui sont extrêmement déçus, d'autres voilà, qui préfèrent applaudir les joueurs et qui sont moins déçus parce que c'était le match de Paris, entre autres. Voilà, donc il y a différentes façons de voir les choses, mais une chose est sûre, c'est que voilà, continuez à nous soutenir comme ça et je pense qu'on va gagner beaucoup de matchs. Voilà. Je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont sensibles. Et comme le dit très justement Jérôme, je pense qu'il y a certains joueurs dans le groupe qui n'ont pas perçu cette importance-là et qui l'ont perçu après Paris et contre Metz. Je vous affirme ce soir qu'on aura à nouveau une discussion vis-à-vis de ça avec les joueurs, même si moi, dans mon esprit, quand le match est terminé, je dirais c'est autre chose, mais je pense qu'ils sont sensibles à votre message et qu'on en rediscutera. Moi, il y a une chose qui me choque dans l'échange des maillots quand c'est fait très tôt à la fin du match, et ça, c'est pas que pour Bastia, c'est par exemple n'importe quel match, on va dire Brest-Lorient, un joueur de Brest qui échange tout de suite son maillot avec Lorient, et le joueur de Brest il fait une interview à la télé avec le maillot de Lorient. Voilà. Moi, voilà, rien que ça, et c'est pour ça que je cite 2 clubs bretons, ça aurait pu être 2 clubs alsaciens, donc voilà, ça c'est vrai que moi, en tant que coach, voilà, c'est un peu gênant. Et c'est vrai que il vaut mieux échanger le maillot si on doit l'échanger, hein, parce que des fois je pense qu'il ne faut même pas l'échanger dans le vestiaire, mais bon, ça on aura une discussion avec les joueurs. Moi, mon métier c'est de préparer les matchs et de faire tout ce qu'il faut au mieux avant le coup de sifflet final. Et après le coup de sifflet final, il y a beaucoup de choses à dire et qui sont importantes, mais qui ne m'appartiennent pas totalement, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à Jérôme pour sa réaction, mais moi je finirai juste, après une autre question va être posée. Tu parles des joueurs qui viennent saluer le public à la fin, c'est quelque chose auquel on est très très sensible, notamment à ceux qui viennent de très loin, parce qu'il y a des gens qui font 2h30, 3 heures de route, etc. Nous, ces 2 dernières années, on a redécouvert le tour d'honneur de nos joueurs, etc. C'était quelque chose qui avait complètement disparu, pour que vous le sachiez. Les joueurs ne faisaient plus du tout le tour d'honneur, même lorsqu'ils gagnaient. Comme toi, tu l'as connu, dans ce temps des 2, c'était Laurent Central et encore, et peut-être 1 ou 2 joueurs, pas plus. Voilà. Moi, la seule chose que je voulais dire, et je pense que ça reflète l'opinion de beaucoup, c'est que lorsqu'on gagne contre Reims de 1 à la dernière minute, c'est facile de faire le tour d'honneur et de féliciter son public. Et quand on prend 3-0 contre Saint-Etienne, c'est là qu'on apprécie particulièrement, encore plus que d'habitude, ceux qui viennent nous saluer. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont déçus, ceux qui étaient en colère contre eux-mêmes, on les a vus, mais qu'ils sachent, ces joueurs-là, qu'on aurait particulièrement apprécié d'avoir les 16 ou les 17 en train de faire le tour d'honneur et pas d'aller au vestiaire d'abord. Voilà. Maintenant, on ne va pas faire du mélodrame, mais ce sont des symboles, et en Corse, on est dans une terre de symboles, et ces symboles-là sont très importants. Tout ce que tu dis, Anthony, est très important. Et les joueurs, ils sont sensibles. Après, les joueurs sont des gens fiers de porter ces couleurs, fiers de faire leur métier. Et je pense que quand il y a des défaites comme Saint-Etienne ou Paris, ils ne savent pas quelle attitude adopter. Parce qu'un joueur, il est humble avant tout. Il sait ce que c'est être footballeur professionnel, c'est avoir de grandes joies, mais c'est aussi d'avoir des déceptions énormes à tous les moments de sa carrière. Et je pense que quand
les joueurs ont ressenti, moi j'insiste là-dessus parce que l'après-match de Saint-Etienne et le match de Paris, je pensais jamais vivre ça à Bastia. Et ça c'est exceptionnel et on vous le doit de manière évidente. Et les joueurs le savent. Et je pense qu'après une défaite, les joueurs n'osent pas, et c'est bien Anthony que tu dises que c'est important qu'ils le fassent et qu'ils osent le faire. Les joueurs ont envie de vous remercier de manière évidente. Ça s'est mal passé, ils sont applaudis, ils sont soutenus, mais c'est de l'humilité. Ils se disent, voilà, j'ai honte quelque part, je rentre au vestiaire, je ne vais pas aller faire le malin devant les supporters, parce qu'eux ont été bons quelque part, et moi je n'ai pas, c'est pas que j'ai pas été bon, mais moi j'ai pas eu le résultat que j'espérais. Donc c'est important, Tony, que tu précises ça, que même dans la défaite, quelque part, aller saluer son public, il a soutenu tout le match. Voilà. Il a le droit, le joueur a le droit de le faire, pas le devoir, mais presque. Il y a quelqu'un en partant du stade avant qu'il y ait les incidents contre Paris, une personne qui a entre 50 et 60 ans qui a dit j'aurais jamais cru partir du stade de cœur aussi léger que d'avoir vu les joueurs venir nous féliciter, etc. Et de même en face. Bon, maintenant il y en a un autre juste à côté qui a dit quelque chose de très vrai aussi, c'est qu'il a dit qu'à Bastia on n'était pas les champions du monde des applaudissements à la fin des roustes à domicile. Voilà. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ça a mis du baume au cœur à beaucoup de supporters de voir qu'il y avait quand même une communion malgré 2 défaites de rang très importantes. Et aussi, c'est vrai, de l'autre côté, la proportion à dire attention parce qu'on ne va pas applaudir les revers à domicile en permanence. On ne va pas s'en faire une spécialité. On le sait. Une question maintenant sur un autre registre, et là je pense que ça concerne autant le coach que les dirigeants. C'est au sujet de partenariats avec d'autres clubs pour des prêts de joueurs. On pose la question, donc, pourquoi n'y a-t-il pas d'accord de partenariat avec des clubs étrangers? C'est vrai qu'on imaginerait ça plus facilement avec des clubs étrangers que des clubs champions de France. Et idem, dans l'autre sens, pourquoi n'y a-t-il pas d'accord du club avec d'autres clubs insulaires pour faire évoluer des jeunes joueurs qui arriveraient au Sporting? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est une volonté de ne pas le faire? Est-ce que, avec tous les chantiers qu'il y a eu, c'est quelque chose qui n'a pas eu le temps d'aboutir? On a des précisions sur ça. Moi je suis terrible, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir. J'aimerais que les dirigeants prennent la parole parce que je ne veux pas focaliser. Pour moi, les partenariats, ils existent quand les hommes ont envie de travailler ensemble. Les partenariats écrits ne servent à rien. Et moi, on est entraîné dans notre club. Hein. Il y a des partenariats écrits qui ne vivent pas, et il y a des partenariats tacites, c'est-à-dire verbaux, qui marchent de manière extraordinaire. Donc, on est dans des partenariats aujourd'hui avec Istres, par exemple, avec d'autres clubs. Bon, sur la Corse, je sais pas, on est dit parler parce qu'ils s'occupent de la formation, on observe tous les joueurs. Voilà, il y a des relations qui se font avec le CAB, avec le GAD, voilà, évidemment. Mais c'est des choses plutôt verbales, et peut-être c'est des choses aussi parce que le club est en train de grandir et qu'on aura besoin de ces apports-là. Ça peut être avec des clubs italiens, je vois Paul là-bas, évidemment que ça doit se développer, mais ça doit être d'abord dans une organisation, nous, qu'on a, et qui aujourd'hui est insuffisante dans ce rôle-là, tout comme dans le recrutement, où il faut qu'on mette plus de moyens pour observer plus de joueurs, pour avoir plus de possibilités. Voilà. C'est tout un développement qu'on doit avoir, mais qu'on n'a pas pu avoir encore parce qu'on est rattrapé par l'évolution du club, tout simplement, et qu'il faut qu'on ait le temps de digérer tout ça et de mettre une organisation en place. Voilà ma vision. Mais effectivement, il faut qu'il y ait ces partenariats, pas forcément écrits, mais en tout cas créer des ponts, créer des passerelles, créer des relations avec beaucoup de clubs, créer du réseau, ce qu'on fait, mais le fortifier par plus de monde et plus de contacts pour justement récupérer des joueurs, échanger des joueurs de manière plus facile. Donc au niveau des clubs corses, on avait déjà évoqué le problème l'année dernière. Il n'y a pas de partenariat écrit, comme l'a dit Fred. Le partenariat, il suffit d'avoir une volonté de toutes les parties pour pouvoir travailler constructivement sur un laps de temps donné. Ça se passe de la façon la plus normale possible. Hein. Je ne vais pas revenir encore sur les cas atypiques ou exceptionnels. Donc on travaille avec beaucoup de clubs de la région bastiaise, beaucoup de clubs de Corse du Sud, je veux dire à 95%, les clubs jouent le jeu, puisque nous avons décidé, nous, d'opérer un modus vivendi auquel on ne déroge pas. On observe les gens, on les fait venir travailler de temps en temps pendant des vacances avec nous,
ce sont aussi bien des joueurs et même des staffs techniques qui peuvent venir se perfectionner chez nous au contact de gens qui ont de l'expérience, du professionnalisme et de la bouteille. Et donc ces partenariats, ils sont tacites. Hein. Bon, après, il y a un petit bémol, je pourrais dire un bémol. Il ne faut pas oublier que maintenant, nous sommes 2 clubs professionnels et 2 centres de formation. Même si le centre de formation de la CA n'est pas labellisé, il fonctionne comme tel. Quoi, hein. Donc ça fait qu'on n'a pas un marché local qui est très extensible. Après, on a quelques partenariats, comme on pourrait dire aussi, avec certains clubs de la côte, mais c'est plus à travers toujours avec le tissu relationnel, amical, ça fonctionne comme un réseau, hein, comme du Fred. Voilà. Après, les partenariats écrits, bon, moi, dans le sens de Fred, ça a tout à fait ses limites. Hein. Après, on peut y revenir sur tel ou tel cas. Mais je pense qu'on travaille constructivement avec les clubs corse, et j'en veux pour exemple les quelques gamins qu'on a recrutés. Par exemple, nous avons 2 gamins de Calvi qui ont intégré le centre de formation cette année. Alors, des clubs avec qui on n'avait pas ni vocation, peut-être tout simplement pas l'envie de travailler. Donc ces partenariats, ils y sont. Mais bon, après, dans la limite de notre, je ne vais pas utiliser ce mot, de notre marché local, hein, donc, qui est quand même très, très limité, et qui plus est, on est obligé de le partager maintenant avec un autre centre de formation. Bon, Yves, merci, on a compris là, donc tu parlais surtout au niveau des jeunes, hein, de la formation, voire de la préformation. On a entendu parler, je crois que c'était à l'intersaison, ou il y a 2 ans, je ne sais même plus, d'un éventuel partenariat, par exemple, au niveau pro, hein, avec la Juventus de Turin. Bon, alors, à titre personnel, je ne vais pas m'en plaindre, mais est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Pourquoi ça a cocoté? Est-ce que ça a vraiment existé? Et en quoi ce genre de partenariat pourrait consister réellement, en fait? Mis à part sur les prêts de joueurs, mais bon, aujourd'hui, on est en Ligue 1 aussi, finalement. Je ne veux pas couper mon président, je prends la parole, il répondra à la question, mais non, je ne réponds pas à la question. C'est simplement que pour l'usage, j'avais dit aux joueurs 1 heure, ça fait plus d'1 heure que nous sommes là. Bon, il y en a certains, le prix horaire c'est cher, quoi. Donc si on les garde trop longtemps, ça va nous coûter cher. Je plaisante. Non, moi je respecte toujours les engagements que j'ai avec les joueurs, ils sont venus. S'ils doivent rester un quart d'heure de plus, ils restent un quart d'heure, mais s'il y a des questions à poser, je ne veux pas leur imposer de rester jusqu'à 8h30. Il faut qu'ils mangent à des heures précises, ils ont leur ration prédécoupée, et si ça chauffe trop, après c'est pas bon. Voilà. Donc je pense que ce type de questions-là, il faut qu'on y revienne. Alors je n'évite pas la question, et Pierre-Marie répondra. Mais comme les joueurs vont, dans un quart d'heure, on va les libérer, c'est normal. S'il y a des questions qui s'adressent aux joueurs directement, faisons-le maintenant pour qu'on puisse les libérer après sur des questions d'ordre plus général et qui ne les concernent pas. Alors, on reviendra après sur ça. Juste parce qu'ils sont concernés, une question qui est remontée. Donc, on a vu l'année dernière notamment que les joueurs prenaient des cours de Corse. Vous savez à quel point les gens ont été sensibles et étaient très attachés à cette démarche, qui nous a valu en fin de saison un one-man show de Gaël. Oh, mais... Ben, je disais one-man show, mais bon, accompagné de toute l'équipe. Est-ce que ces cours de Corse sont toujours d'actualité? Ils sont toujours... Voilà, on va passer voir Jérémy ce soir. Il est là, Jérémy Maranthe? Je pensais le voir pour qu'on prenne... On ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'il y avait la période d'été. L'an dernier, on avait attaqué à peu près à cette période-là. Évidemment, on va reprendre les cours de Corse à partir de la trêve internationale à raison de 1 cours par semaine, 1 heure par semaine, ce qui est largement insuffisant. Mais on va les reprendre, ça me paraît quelque chose d'important et de très intéressant. Nous, on a pris cette chance-là en cours de Corse, ça a créé une dynamique exceptionnelle et je sais que vous êtes attachés. Nous, moi, je fais des efforts pour y arriver, mais j'ai du mal. Et on va reprendre les cours de Corse à raison d'1 heure par semaine. Alors donc, on va accélérer le rythme pour que vous puissiez respecter vos engagements. Alors les questions qui vous étaient dévolues, on va les poser aux dirigeants tout à l'heure, parce qu'ils peuvent aussi y répondre. Une concernait la cellule de recrutement, donc ils peuvent parfaitement y répondre sans que les joueurs soient là. Une deuxième, c'était la présence du club à la fête du sport à Bastia avec les joueurs de l'effectif pro. Cette année, le club n'y était pas. On posera la question aux dirigeants tout à l'heure pourquoi le CAB y était et pourquoi le Sporting n'était pas représenté.
L'autre question, on aurait aimé approfondir un peu avec vous, c'était l'état de la pelouse, pour savoir si vraiment par rapport à l'an dernier, toi je sais que tu t'en plains énormément, y compris en plein match, Jérôme, et savoir si... on le voit, hein, donc, et voilà, donc et savoir si vraiment il y avait du mieux ou si c'était toujours pareil, quoi, parce qu'on nous avait promis une pelouse barcelonaise et on a plutôt celle de Barcelonnette, quoi. Donc, voilà, donc ça, on posera la question, hein. On posera la question tout à l'heure aux dirigeants. La dernière question, et ça, elle concerne les joueurs et elle n'est pas simple à poser parce que vous connaissez notre mode de fonctionnement, on ne se mêle pas du technique ni de vos choix, mais ça fait quand même des mois, voire déjà plus d'un an et demi, 2 ans, que ça revient de manière lancinante en tribune. Et pourquoi on la pose? C'est parce que contre Metz, il y a eu un fait de jeu et il y a un joueur qui a été concerné par ça et il s'était pris pour lui alors qu'il n'est pas concerné. Donc c'est pour ça qu'il faut évacuer ça. Cette question concerne les corners et les coups francs à la rémoise. Alors nous... Voilà. Si vous me prenez sur les aspects du jeu, vous allez rester longtemps, hein, je peux vous le dire. Alors, pour être clair, d'abord l'explication du joueur en question. Contre Metz, en cours de match, Wabi tire un corner à la Rémoise. La réaction du public derrière, c'est « putain, encore un corner à la Rémoise ». Et il serait pris, et alors, ce corner-là n'a pas abouti, et je pense que Wabi s'est dit, putain, j'ai encore des cons derrière qui s'en prennent à moi. Mais tu n'es pas concerné. C'est le coach, Wabi. Je ne suis pas dans le coup, je suis de l'autre côté de la tribune, donc c'est pas nous. Mais non. Mais ce qui est clair, c'est que sur les bancs, notamment dans ma tribune, c'est flagrant. On a l'impression qu'aujourd'hui, un corner et un coup franc à 20 ou 30 mètres, c'est des occasions de but. C'est l'arme fatale dans le football moderne. On le dit, on le redit. Nous, on tire des corners à la rémoise. Alors moi, j'ai souvenir de 2 buts en 2 ans et demi ou 3 ans de corners à la rémoise. Istres, le premier match en D2, et François marque contre Sedan l'année dernière, but très très important. Mis à part ça, à moins vraiment que j'ai rêvé, je n'ai pas vu d'autres. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a vu par exemple contre Paris, le 3e but vient d'un corner à la rémoise qui provoque derrière une situation de jeu difficile pour nous. Et ce qui est rageant, c'est que parfois on a une débauche d'énergie pendant des minutes entières, on fait du pressing à la Bastiaise, on pousse, le stade se réveille, on se dit tiens, occasion de but, corner à la rémoise, et on perd le ballon et on se crée une situation de contre-attaque et on manque en prendre un. Et le dernier exemple que je prendrai, parce que c'est un match auquel je suis très attaché, comme tous ceux qui étaient là-bas ce soir-là, c'est à Monaco. À Monaco, l'an dernier, Jérôme va pour tirer le corner. Il part pour tirer un corner à la rémoise. Il y a un type qui s'approche et nous on dit putain non, on bat encore un corner à la rémoise. Et il y a un monégasque qui arrive et qui l'empêche de tirer. Et nous on se dit ah putain, c'est l'occasion du match. Il tire le corner et il y a le monégasque qui met la tête et on marque. Et ce but-là, pour nous, il vient du fait qu'il n'y ait pas eu coach de corner à la rémoise. La force des convictions, c'est justement de faire... Quand on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire, même si on est seul, on continue à le faire. Il y aura encore des corners à la réunion. Et dans ta dernière phrase, tu dis pourquoi il y en a. Parce que tu dis, à Monaco, il y a, je crois que c'est Gilles Tchern qui se présente pour jouer à 2. Et voilà, bon déjà, à Wabi la donne, mais à Gilles, il n'y aurait pas donné. Et tu dis, c'est bien, il ne joue pas à la rémoise, on va marquer. Mais pourquoi on marque aussi? Parce que le fait que Gilles vienne pour le jouer à 2, ça attire un défenseur adverse, voire 2 des fois. Donc on fait ça aussi pour tirer 2 joueurs de la surface. Sauf que des fois, ils contre-attaquent ces 2 joueurs. Ouais, aussi. Après, dans les stats sur coup de pied arrêté, on a des bonnes stats. D'une part parce qu'on a des bons pieds, Jérôme et Wabi, puis d'autres aussi, mais aussi parce qu'on travaille là-dessus un peu. Et qu'on arrive à marquer des buts. Je pense qu'en Ligue 2, on avait les meilleurs stats sur coup de pied arrêté. On a l'équipe qui a marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté. Ouais, mais depuis... Ouais. À Nice, on a marqué un sur coup de pied arrêté. Et donc pour revenir à ça, on envoie 2 joueurs. Ouais, mais c'est arrêté le corner pour Anthony Modeste et le coup franc de Jérôme. 2 coups de pied arrêté. On a pu marquer dans le jeu. Ah ouais, d'accord, ouais.
Comme quoi, on a raison de jouer les corners à deux. Donc, je reviens sur les corners à deux. Tu fais chier, Jean-Marie. On va les appeler à la Bastiaise maintenant. Il n'y a plus que nous qui le faisons. Donc, samedi, on va jouer contre 3. Il y aura des corners où il y a 2 joueurs qui se présenteront pour la jouer à 2. Après, le tireur, il a le choix. Soit il joue à 2 s'il estime, par exemple, s'il y a 15 joueurs qui viennent, c'est intéressant de la jouer à 2 parce que à 2 contre 1, tu peux passer facilement et après tu peux centrer ou frapper. Comment ? Ouais, mais bon. Après, les équipes, elles nous observent, hein, donc... c'est vrai. Carton jaune à moi, là. Et donc, si on fait venir 2 joueurs, c'est pour qu'ils aient le choix, soit de le jouer à 2, soit de ne pas le jouer à 2, mais le fait de faire venir 2 joueurs, ça attire 2 joueurs adverses. Et peut-être, et à Monaco, peut-être qu'on a marqué, parce que justement, ils avaient peur de ça, et puis ils ont sorti 2 joueurs, et peut-être que contre Nice, c'est la même chose aussi, quoi. Donc, oui, un corner à 2 qui échoue, c'est frustrant parce que le ballon n'est pas allé devant le but, mais c'est le risque à prendre ou c'est l'appât à créer pour créer des situations de but après. Donc il y en aura encore, mais on fera tout pour tirer plus souvent devant le but. Voilà. Merci. Une question du public. Quel joueur? Les joueurs. Comment trouve-t-il cette réunion? Comme on a parlé de Gilles, je vais passer le micro à Gilles. Je vais me mettre devant, sinon on ne me voit pas. Pas fréquent. Assieds-toi, Gilles. Alors, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous mes copains. Bon, les réunions elles sont toujours instructives, constructives, surtout quand elles se passent, je pense, dans le respect de chacun. Et pourtant, c'est quand même des questions qui peuvent égratigner, des fois. Et le staff y répond. Jérôme n'a pas hésité à prendre la parole. Et je pense que nous, même si on sait que des fois, il y a des petites questions qui turlupinent l'esprit, on vient quand même volontiers parce qu'on sait qu'il y a le respect de tout le monde et ça, c'est très important. On va libérer les joueurs, à moins qu'il y ait une question importante ou à poser à l'un d'entre eux. Voilà. S'il n'y a pas de questions pour les joueurs, on va les libérer. Après, on reviendra aux questions plutôt adressées aux dirigeants. En tout cas, au nom des joueurs, merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour votre constance dans les soutiens. Et puis aussi, on sait que vous nous regardez. Et c'est important pour nous parce que ça nous oblige à être encore plus respectueux de vous, ça les oblige à eux à être encore meilleurs et à être toujours dans ces valeurs qui sont fondamentales et qu'on partage tous. Parce qu'après, il y a des gens qui partent. Pierre-Marie, si ça ne te dérange pas, on va poser une question parce que des fois, il y a des gens qui partent de suite après le départ des joueurs. On va la poser pour qu'ils puissent entendre. Pierre-Marie, on va la poser pour qu'ils puissent entendre parce que comme ça, les gens savent à quoi s'en tenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus immédiatement sur ce qui est en train de se passer avec les places à Ajaccio pour le derby?
Parce que moi, je ne cacherai à personne, on t'a croisé hier, tu nous as dit, Alain Orson m'a appelé, il m'a dit 2000 places. Et là, aujourd'hui, on a une brève sur Internet, pas plus de 800 places, dont la moitié sur la tribune provisoire. C'est inacceptable. Donc voilà, il faut qu'on continue. À des prix VIP, évidemment. Voilà, en plus. Bonsoir à tous d'abord. Effectivement, j'ai reçu il y a 48 heures un appel du président de la CA qui me disait, qui me demandait en fait si j'étais au courant d'une réunion qui allait se tenir en préfecture à Ajaccio sur la semaine qui venait. Ce à quoi je lui ai répondu que non. Donc effectivement, on a abordé le match du 22 octobre prochain. Et effectivement, il m'a dit qu'il mettrait à disposition un quota de 1900 places. Puis hier, nous étions convoqués en préfecture pour une réunion de sécurité avec José et, pour préparer le match de Troyes. Et une fois le match de Troyes passé, effectivement, nous avons reparlé du match contre la CA. Donc ce que je peux vous dire, c'est que lundi, nous avons rendez-vous avec les dirigeants de la CA et le préfet de Corse et le préfet de Haute-Corse sur le stade de la CA. Sur ce qui nous a été dit hier, les 1900 places sont confirmées. Alors elles se dispatcheraient comme si 500 places derrière les buts sur la nouvelle tribune et 1400 places sur la tribune qu'ils appellent sud, c'est-à-dire la latérale ancienne qui est destinée à être refaite. Donc on partirait, ça nous a été confirmé hier, je pense, sous le contrôle de José, ça nous a été confirmé hier par le préfet de Haute-Corse, sur un quota de 1900 places, ce à quoi nous avons répondu que c'était très peu, trop peu. Donc nous avons une réunion qui sera importante lundi à 15h à Ajaccio, avec toutes les parties concernées. Et donc on communiquera dès la fin de la journée, dès notre retour d'Ajaccio. Voilà, mais aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire 1900 places que le président de l'ACA a proposé de nous donner immédiatement. C'est-à-dire que les places, en fait, on va les récupérer nous, elles seront en vente à la boutique du club. Et il m'a aussi dit que de toute façon, l'ACA ayant une billetterie en ligne, il ne pourrait pas empêcher de toute façon des gens de toute la Corse d'acheter un billet pour ce match. Donc sous-entendu, nous, on en aura 1900 à vendre à la boutique, mais bon, de toute façon, nous aujourd'hui on a rendez-vous lundi à 15h, donc on sera fixé dans 96 heures maintenant, on communiquera très rapidement, le soir même on sortira, Jérôme sortira une information sur le site du club, mais aujourd'hui les premières infos qu'on a, c'est celle-ci. Voilà. Et le prix? Alors, on reprend les questions qui étaient destinées à l'ensemble du staff plus joueurs, mais ça concerne plus particulièrement l'équipe dirigeante. On va parler de cellules de recrutement et de recrutement en général. Alors d'abord, la cellule de recrutement, on se rend compte que nos derniers recrutements ont été exclusivement faits au niveau national. Vous avez dit, coach, en conférence de presse, que pour recruter à l'étranger, il faudrait des recruteurs. Alors on aimerait savoir si le club compte se doter d'une cellule de recrutement de niveau Ligue 1, on va dire, de combien actuellement la cellule de recrutement est-elle constituée de personnes. Et pour prendre un exemple, la référence mondiale en la matière, c'est le club de Porto. On a vu jouer pas plus tard qu'hier. Porto, je vais donner quelques chiffres qui peuvent faire rêver. Sur les 12 dernières années, Porto, sur 19 joueurs recrutés puis vendus, ont fait une plus-value, je dis bien une plus-value, de 370 millions d'euros, ce qui représente une plus-value annuelle de 30 millions d'euros. Ils ont une cellule de recrutement qui est un secret défense, secret gardé. On estime à peu près son nombre de personnes à 10 fois le nombre de recruteurs d'un club de Ligue 1 en France, dispatchés dans le monde entier. Ce recrutement se fait au niveau international. Donc,
même si ces objectifs-là sont difficilement atteignables. Moi, il n'y a que le cas de Diallo qui a été recruté au niveau international, on vient de souvenir sur les dernières années. Donc un premier point, et puis je grouperai la question en deux, puisque la suivante va parler du mercat. Donc on pose cette question une fois que les joueurs sont partis pour mettre aucun joueur mal à l'aise. Nous avons donc pourquoi le club a-t-il été si discret au niveau du mercat avec 3 arrivées d'expansionnaires Ligue 1? Est-ce que c'est ce qui était prévu au départ? Et reste-t-il vraiment un budget éventuel pour faire signer encore 1 ou 2 joueurs supplémentaires? Donc la question est un peu vaste, un peu longue, mais voilà. Bon. Je vais faire juste une parenthèse. Je voudrais excuser 2 dirigeants qui ne sont pas là ce soir, Jean-Louis Carlot qui travaille malheureusement, et Alain Seg qui avait un rendez-vous médical qui était programmé depuis très longtemps et qui n'a malheureusement pas pu se libérer. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Alors concernant la cellule de recrutement, c'est vrai que ce que tu as dit, on peut penser que c'est vrai, même si on peut aussi en faire une analyse différente. Nous, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est là maintenant. Naïl me rappelait tout à l'heure. Enfin, il y a 3 ans qu'en tout cas, on commence à avoir donc un réseau, on commence à connaître des gens, des personnes qui s'occupent de football, bien sûr. Et ce que je peux vous dire, depuis les 3 années que je suis ce dossier de près, on va dire, voire de très près, je pense qu'aujourd'hui, on se fait beaucoup d'idées sur la notion de recruteur et de cellule de recrutement. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, et je peux te le garantir, et l'exemple que tu as pris avec Porto, il est flagrant, et c'est exactement celui-là qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, les gens qui font signer les joueurs dans les clubs, ce ne sont pas les recruteurs, ce sont les agents de joueurs. Le plus grand réseau de recruteurs au monde, c'est les agents de football. Ce sont eux qui font le recrutement dans tous les clubs du monde. Je dis bien tous les clubs du monde. Alors aujourd'hui, ça se passe comment? Eh bien, tout simplement, un agent appelle, il dit, moi j'ai un super joueur, ou j'ai vu un jeune, ça va être bien, ça va être un phénomène, parce que ce sont tous des phénomènes. Et là, à ce moment-là, le club envoie ce qu'on appelle, nous, un recruteur. Mais est-ce que c'est vraiment un recruteur? Puisque c'est l'agent qui appelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, le club, bien sûr, n'a pas les moyens d'un club comme Porto, mais le club commence à avoir des réseaux, lui aussi, donc on reçoit aussi beaucoup de coups de téléphone, et donc on se déplacera de plus en plus pour valider ou pas ces coups de téléphone. Donc aujourd'hui, à la limite, ce n'est pas des recruteurs qui nous manquent, même si aujourd'hui on travaille avec un garçon comme Pierre-Paul Antoinette, qui est, je peux vous le garantir, qui connaît très très bien le football, et qui, je peux vous le garantir aussi, nous fera faire de bonnes affaires, comme il nous l'a fait faire avec le Sadio, nous en fera faire d'autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant ce ne sont pas les recruteurs qui font signer les joueurs dans les clubs, ce sont les agents. Et dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 16 ans, 17 ans, ce sont leurs agents qui appellent, qui disent « Venez, il faut voir ce joueur, il est bien, il est très bien, il est bon, il est très bon. » Voilà. Et pour parler de Porto, tu as cité les chiffres exacts, et j'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui avec mon ami Jean-Pierre Flore qui est là. Porto, effectivement, ils ont soi-disant une équipe de recruteurs qui regardent des vidéos de partout. Le problème, c'est que lorsque tu fais le tour des joueurs qu'a vendu Porto, ben, tu t'aperçois d'une chose, c'est qu'ils ont tous le même agent. Et c'est aujourd'hui l'agent le plus puissant au monde. Il s'appelle Mendes. C'est l'agent de Cristiano Ronaldo, c'est l'agent de tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, celui qui fait le recrutement à Porto, on peut dire qu'ils ont une grande cellule de recrutement. Lorsque Mendes appelle, déjà la valeur du joueur, de par l'écurie qu'il a, elle est doublée, triplée ou quadruplée. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait tout. Et après, on peut avoir les équipes qu'on veut. Alors, bien sûr qu'il faut du monde. Pourquoi? Parce que lorsque l'agent appelle, il faut qu'on ait des gens capables d'aller voir. Et bon, je ne trahirai pas de secret, on avait une réunion avec le staff, avec Fred, il n'y a pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, on parlait de ça. Nous, il faut qu'on mette des moyens
qu'il faut qu'on mette nous, c'est justement de s'appuyer sur plusieurs personnes capables de se déplacer pour valider ou pas, je le disais tout à l'heure, l'information de l'agent. Voilà. C'est à ce niveau qu'il faut qu'on progresse. Après, je rappelle qu'il y a 2 ans, on était au fond du trou, on a grandi très vite et qu'il faut nous laisser il faut nous laisser aussi le temps de se structurer. Alors, on a des priorités, le stade, nos terrains à Borgo sur le centre de formation, la boutique. Donc, il va falloir qu'on se structure aussi parce qu'on fait du football avant tout sur ce domaine-là. Mais voilà, mais moi je pense qu'il faut s'enlever de l'esprit le recruteur miracle qui découvre au fin fond de tel ou tel pays le super joueur. Non, je peux vous dire que 99 fois sur 100, c'est quelqu'un qui appelle et qui dit voilà, j'ai un super joueur, viens voir. Voilà. Tout simplement. C'est du réseau, comme vient de le dire le coach. On a 3 ans d'ancienneté aujourd'hui, c'est très peu, mais on commence aussi, nous aussi, à avoir le réseau. Et je suis certain que ça payera très très bientôt. On avait déjà vu que Sadio, on a quelques jeunes qui sont chez nous aujourd'hui et qui sont stagiaires pro. Voilà, on a Pierre-Paul qui travaille très bien, qui voyage beaucoup, mais il est évident qu'on est appelé à renforcer cette équipe de recruteurs, mais qui en fait sont plus des gens qui vont aller vérifier certaines informations après, bien sûr, Pierre-Paul va partir, pour tout vous dire, Pierre-Paul va partir au Chili, là, après, voir un gros tournoi de moins de 21 ans, un tournoi international, il part du 7 au 14 octobre, et vous pensez bien que même à cet âge-là, ça fait longtemps que les meilleurs joueurs, ils sont vus, ils sont pris en main, entre guillemets, donc voilà. Des réseaux, je suis d'accord. Après, il y a des clubs qui ont aussi un peu d'imagination, qui regardent dans des zones où on n'a pas trop l'idée au départ. Je prends l'exemple du petit phénomène en ce moment à Toulouse, il sort du futsal. Personne ne pense pas trop à regarder dans cette direction-là. Ronaldinho sort de là aussi. C'est vrai. C'est des idées. Le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus important, qu'il soit interne ou externe, c'est-à-dire les joueurs que tu veux garder et ceux que tu veux prendre à l'extérieur. C'est une masse de travail exceptionnelle. Il n'y a pas assez les journées ne sont pas seulement pour le faire. On ne peut pas vous décrire ici tout ce qui a été notre stratégie de recrutement, mais il y a énormément de paramètres. Moi, je vais juste vous citer les joueurs qu'on a fait signer. Et quand tu fais signer un joueur, c'est que tu as passé 60 coups de fil, entre ceux que tu n'as pas pu avoir, entre la négociation que tu as, entre le moment où le faire, etc. C'est excessivement complexe, ça demande beaucoup de concentration, le timing est très important. Pour être simple, sur un recrutement, par exemple 5 joueurs, on s'était dit il nous faut 2 tiers de joueurs qui connaissent la Ligue 1. Un joueur qui est vers nos valeurs, Julien Palmieri, ou qui a été formé ici parce qu'on a envie d'aller vers la coordination de l'équipe, évidemment. Et moi, je le dis d'autant plus facilement que quand j'étais au Mans, je favorisais la formation Mancel, etc. Mais je pense que c'est encore plus important ici. Et un joueur qui peut avoir une valeur ajoutée plus tard. Alors ça me gêne qu'il y ait les caméras encore là, mais bon, c'est une réalité. C'est-à-dire, nous, on a énormément de contraintes à régler, on n'a pas d'argent, on monte, ça veut dire qu'il nous faut des joueurs qui vont nous permettre d'être au niveau, qui vont nous permettre de mettre les autres au niveau, mais à l'intérieur de ça, il nous faut quand même des joueurs à potentiel de vente, parce que si on ne vend pas des joueurs, le club ne pourra pas se développer. Donc on a toutes ces contraintes à intégrer, c'est pour ça qu'on a pris... moi je ne voulais pas de prêt au départ, parce que je voulais des joueurs sous contrat qui s'engagent. On a pris Anthony parce qu'on était sur des attaquants qu'on n'a pas pu faire, sur des contrats fermes. On est content d'avoir pris Anthony, de manière évidente, mais Anthony, il va repartir à Bordeaux l'an prochain. On va le faire travailler 1 an, lui il est content d'être là, nous on est content de l'avoir, mais déjà on sait qu'il ne sera plus là, qu'il faudra en trouver un autre pour le remplacer. Donc tu auras bossé 1 an avec un joueur que tu vas perdre. Une fois, Sylvain, Ilan, et Anthony, c'était par rapport à cette expérience de la Ligue 1 qui était indispensable, et peut-être qu'il nous en faudra d'autres, le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, on prend Sambouille à Tabaré, parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il est libre, parce qu'il est libéré par Monaco, parce qu'il rentre dans notre grille de salaire, parce qu'il a 23 ans, et qu'on se dit, peut-être dans 1 an, 2 ans, c'est un joueur qui va exploser à l'âge qu'il a, et qui aura peut-être un potentiel. Et voilà, il faut le dire. Bon, c'est pas peut-être l'endroit pour le dire, au moment, mais toutes ces contraintes-là, on les intègre. Et qu'on ne prend pas des joueurs pour... des fois, on prend des joueurs pour 1 an parce qu'il faut tenir le truc. Et aujourd'hui, comme on est promu en Ligue 1, on a des contrats difficiles. J'espère que le club va rester 2-3 ans d'affilée en Ligue 1 parce qu'après, c'est plus pareil. C'est-à-dire que ton groupe, il tourne, il a l'expérience de la Ligue 1. Et là, tu peux aller chercher, prendre un risque sur un joueur de CFA où tu y crois beaucoup parce qu'il va percer. Mais l'ensemble du groupe connaît la Ligue 1. Voilà.
les contraintes évoluent. Les contraintes évoluent et je pense qu'avec cette accession et la rapidité de l'accession, c'est-à-dire de division de 2 ans, on a des contraintes beaucoup plus importantes que d'autres. On fait face à ça. Moi, je partage tout à fait vos inquiétudes ou votre interrogation. Je pense que la clé de l'avenir du Sporting, c'est sa formation et c'est son recrutement. Donc il faudra être bon sur les deux. Maintenant, le recrutement demande des moyens. Le réseau est le plus important, mais il faut aussi des moyens humains à l'intérieur du club pour aller voir des joueurs, etc. Et c'est vrai que c'est un challenge très important. Je pense très sincèrement que les joueurs qu'on prendra, les 7-8 prochains joueurs sur les 2 prochaines années, feront que le club arrivera à accéder au niveau européen ou redescendra en Ligue 2. C'est aussi simple que ça, parce qu'il doit mener les autres vers le haut. Et donc, on y réfléchit beaucoup. Maintenant, des fois, il y a des situations d'urgence où tu prends des joueurs sur du court terme, mais on a toutes ces contraintes à régler. Pour répondre à la question, est-ce qu'il nous reste un budget? Je vais y répondre. Oui. Effectivement, il reste, on a travaillé de la manière dont vient d'expliquer le coach, c'est-à-dire que, grosso modo, on a fait à peu près ce qu'on a voulu. Compte tenu de nos moyens. Maintenant, on n'a pas fait, parce qu'on apprend aussi, donc on n'a pas fait n'importe quoi. Et effectivement, il nous reste des moyens pour éventuellement nous renforcer sur les 2 prochaines semaines ou prochains mois au marché d'hiver à venir. Donc sur ce point, je suis formel. Nouvelle question. Donc, on a isolé des dossiers. Il y a 6 dossiers qu'on va évoquer. Donc, le premier est terminé, gestion de l'effectif pro. Le deuxième, c'est le stade et ses apports. Vaste sujet. C'est pas jour. Donc, état de la tribune ouest. Donc, alors, on va vous citer exceptionnellement un témoignage in extenso d'un supporter de la tribune ouest, qui est une tribune qui est parfois oubliée. Au stade, on en parle peu, mais il y a des supporters acharnés qui y sont depuis toujours et qui la quitteraient pour rien au monde. Donc le supporter dit la chose suivante: je ne parlerai pas du match car tout a été dit, mais de l'état de la tribune ouest. Alors que des travaux importants étaient entrepris sur les 3 autres tribunes, la tribune ouest est laissée pour compte. Sans même parler des WC et des buvettes qui sont indignes d'un stade de Ligue 1. Je voudrais parler de l'état même de la tribune avec des sièges sales, d'autres cassés, complètement délavés par la pluie, des évacuations d'eau qui sont bouchées avec la plupart du temps une pente dans le mauvais sens qui empêche l'évacuation de l'eau pendant et après les averses. On est obligé de se tremper les pieds à certains endroits dans 5 cm d'eau pendant plus de 2 heures sans pouvoir rien faire. J'ai posé la question à un dirigeant le jour où j'ai retiré mon abonnement. On m'a répondu que les autres tribunes étaient prioritaires pour l'instant et qu'il n'y avait pas de budget pour la tribune ouest. J'ai posé aussi la question pour savoir s'il y avait un contrat de nettoyage pour les tribunes. Apparemment non. J'aimerais qu'à la prochaine réunion de dirigeants supporters, la question soit posée pour le rafraîchissement de la tribune ouest. Quand je vois à quelle vitesse ils ont réglé le problème du parquage dans cette tribune pour la venue de Saint-Étienne, pour pouvoir vendre les billets du parquage sud, je me dis qu'ils pourraient faire un effort pour le reste de la tribune occupée par des supporters bastiais. C'est un témoignage qui date d'après Saint-Étienne. Bon, effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça est évident que de la même manière qu'il nous manque des moyens pour faire venir tous les joueurs qu'on voudrait, il nous manque des moyens pour effectivement faire tous les travaux que l'on aurait envie de faire. Alors c'est vrai qu'on a Paris au plus pressé, on a travaillé sur la tribune nord, on a travaillé sur la tribune est, la tribune sud elle est neuve, effectivement reste le problème de la tribune ouest. Moi ce que je peux dire c'est que cette tribune, elle n'est pas oubliée, elle ne sera pas oubliée. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, je peux dire que tous les sièges, et ce que tu me dis, si ce que tu me dis, c'est-à-dire que ça s'est passé après Saint-Étienne, je veux bien, je le comprends très bien. Moi, ce que je peux dire, c'est que après Saint-Étienne, et on peut aller faire le tour ensemble, tous les sièges de la tribune ouest ont été passés au Karcher et nettoyés. Et très, très sincèrement, après peut-être que moi mais lorsque je suis arrivé le lendemain de cette opération de nettoyage, moi, très sincèrement, je n'ai pas reconnu les fauteuils de la tribune ouest. Parce qu'entre la veille et le moment où je les ai vus, je peux vous dire que le passage au Karcher, il a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien. Donc on a essayé de faire ce qu'on a pu. Donc je pense que les sièges aujourd'hui,
c'est vrai, sont quand même plus propres. Et, bon, maintenant, il faut savoir que c'est une tribune qui n'est pas couverte, donc qui est au vent et à l'eau depuis maintenant X années. On a demandé au service de la CAB de commencer à entretenir cette tribune. On verra que pour le match de 3. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça y fait. Toutes les grilles extérieures de cette tribune ont été repeintes en bleu. Un grand nettoyage a été fait. L'entreprise de nettoyage qui travaille dans les tribunes aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est très performante. En tout cas, nous, on a beaucoup de bons retours en ce qui concerne par exemple le nettoyage des toilettes. Maintenant, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On n'est pas en train de vous dire qu'on va transformer la tribune ouest. Voilà ce qu'il faudrait faire, la tribune ouest, c'est-à-dire qu'il faudrait la raser presque et la remonter et peut-être la couvrir. Et sûrement même la couvrir, mais de ça, on en parlera plus tard. Voilà. Donc, il faut faire l'évacuation de l'eau, parce qu'il a raison ce qu'il dit pour l'eau. Et il faudra faire l'évacuation de l'eau, bien sûr. Sans parler des buvettes qui sont... On est assis sur les sièges et on est sur 5 à 10 cm d'eau, sur toute la hauteur du tribune. Donc, sans parler de l'état des buvettes, qui est c'est vrai, catastrophique. Bon, je parle de l'état matériel des buvettes. Donc, c'est vrai qu'il y a du travail à faire. On essaie de faire ce que l'on peut. Je pense que ce qui est prévu, en tout cas chez nous, c'est que l'année prochaine, de la même manière que cette année, nous avons changé les 5000 fauteuils de la tribune nord à charge du club. Nous avons prévu l'année prochaine de changer l'ensemble des fauteuils de la tribune ouest, sur le budget propre du club. Voilà. Maintenant, on sait très bien qu'on a beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a quand même du mieux sur cette tribune. Donc la question suivante est en relation avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est le sujet du bail. Le fameux bail, on en a beaucoup entendu parler, il y a pas mal d'épisodes, on a entendu un peu tout et son contraire. Donc la question aujourd'hui est très simple. Quand ce bail étant attendu sera-t-il enfin signé? Le club arrivera-t-il à faire défalquer les énormes investissements effectués depuis 2 ans pour la remise à niveau, l'équipement et l'embellissement de Fourrière? Nous avons rencontré le président de la communauté de l'agglomération bastiaise il y a 48 heures. Et nous avons rendez-vous avec les élus et les services techniques de la CAB demain matin à Foriagne à 9h. Alors, quelle a été la teneur de cette réunion? D'abord, pour parler du bail, effectivement. Mais le club a demandé, avant de parler du bail, et donc de conditions de bail financières ou autres, une bonne fois pour toutes, de faire un état de ce qu'il restait à faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un bail sur une durée sans savoir exactement ce qu'il reste à faire dans ce stade pour qu'il y ait enfin une homologation Ligue 1 définitive. Donc il va falloir mettre noir sur blanc ce qui reste à faire. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans ce stade, il reste beaucoup de travaux à faire. En particulier en ce qui concerne les vestiaires des joueurs, les vestiaires des délégués, des arbitres, les cabinets médicaux, les toilettes, les salles antidopage, mais beaucoup d'autres choses à faire aussi. Donc demain matin, on a une réunion importante où on va décider de beaucoup de choses. À la fin de cette réunion, nous saurons, il y aura une autre réunion qui se tiendra pour savoir qui prendra en charge quoi. Et puis à partir de là, on mettra des chiffres en face de ce qui sera élaboré sur ce document. Ce que je peux vous dire, nous, c'est que nous avons demandé un bail de 15 ans. Je peux vous dire ce soir qu'il a été accepté. Ça a demandé beaucoup de travail, mais on partait sur 8, et puis après 10, après 12, nous on voulait 15, parce qu'il est important pour nous à tous les niveaux d'avoir un bail sur 15 ans. Donc je peux vous dire que l'accord a été donné, encore une fois, là je parle sous le contrôle de José Franceschini, puisqu'il était avec moi il y a 48 heures. Donc voilà, demain matin, encore une fois, il y a une réunion importante, et selon ce qui se dira sur cette réunion, à ce moment-là, mais sachez qu'on est très proche de l'élaboration d'un document qui sera
définitif. Et effectivement, les discussions portent aussi sur le fait que le club a investi beaucoup d'argent sur un bien qui n'est pas sien aujourd'hui. Vous pouvez nous dire combien? Aujourd'hui, on est sur des fonds propres, sur tous les travaux qui ont été faits avec la tribune visiteur comprise, on est à peu près sur 600 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, on discute avec la CAB. Moi, je peux vous dire que la CAB ne dit pas non au fait qu'il doit y avoir une contrepartie au travail qui a été fait. On parle du prix du loyer. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que ce qui se fait ailleurs, c'est souvent que le prix du loyer, il équivaut en fait à la subvention qui est donnée pour qu'à la fin, ce soit zéro. Voilà, très franchement, il y a eu vraiment une discussion intéressante et qui, je pense, et là c'est la dernière fois que je le dirai, parce que nous, on veut vraiment très vite signer ce document. Je pense qu'on y est presque, on y sera très bientôt. Voilà. On va revenir sur l'état du stade encore une fois, à travers plusieurs petites questions. Y a-t-il un projet pour couvrir donc, les deux autres tribunes, à savoir la Est et la Ouest? Les pylônes avec les spots situés en Est et en Ouest toujours, ne pourraient-ils pas être enlevés pour améliorer la vision sur la pelouse? Il y a quand même des gens qui sont abonnés, mais bon, ça va que c'est pas numéroté, mais s'ils avaient des places numérotées, ils seraient abonnés derrière le pylône. Ça poserait quand même un sérieux problème. Combien cela coûterait-il, approximativement, sachant que encore c'est toujours plus cher? Et petite question, parce que là, il s'agissait d'un oubli au départ, mais on a encore oublié. La pose de la toile sur la couverture de la tribune nord, c'est-à-dire le morceau manquant, petit retour, comme en sud. Est-ce que c'est prévu pour cette année ou est-ce qu'on a encore oublié et qu'on verra peut-être plus tard? Ça, c'est peut-être pas à vous de répondre, parce que non, nous on a posé la question de la même manière que vous nous la posez ce soir. Donc on nous a répondu qu'effectivement ça allait se faire, tout simplement. Que donc la toile manquante allait être mise en œuvre. On nous a répondu à ça, on a répondu sur ce dossier qu'il y avait effectivement un problème technique, donc qui était en passe d'être résolu, mais qu'effectivement, très rapidement, la tribune nord verra sa couverture, sa toiture descendre de la même manière qu'elle descend en tribune sud. Voilà. Sur le stade, tu disais tout à l'heure, Bailly, qu'il y a 3 ans, on était au fond du trou. Alors si on parle du stade, alors là, n'en parlons pas, c'était plus un trou, c'était un puits sans fond. Donc il y a eu quand même beaucoup de travaux qui sont faits. Nous, ça fait longtemps, je vais faire plaisir à mon ami Mathieu Tchèze, qu'on dit qu'il nous faut un vrai stade à Bastia, comme vous le dites tous, mais que surtout qu'on va le remplir. Nous, ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on leur a dit, et on ne nous a pas trop pris au sérieux. Parce qu'on disait qu'on va remplir ce stade, vous allez voir, on disait, vous ne pouvez jamais faire 15 000, vous pouvez faire... Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à 97,1% de taux de remplissage. Mathieu, c'est ça? Bon. Qu'aujourd'hui on est à guichet fermé systématiquement, que lors d'un match contre Metz où on comptait, très sincèrement, on ne pensait pas avoir autant de monde, on a eu la bonne surprise de voir un stade avec pratiquement 10 000 personnes. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, il est temps de penser à peut-être avoir, alors je vais faire bondir certains, mais il est temps peut-être de penser à avoir un stade plus grand. Voilà, tout simplement. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne serait pas crédible si on vous disait ce soir qu'un projet existe, si on vous disait ce soir qu'il est chiffré, si on vous disait ce soir qu'on a déjà la maquette sur le bureau. Je pense que ça va être une autre bataille qui va s'engager. On aura encore besoin de vous. On va encore avoir besoin des 16 000 personnes qui viennent au stade de manière très régulière aujourd'hui. Et de la même façon qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir un stade de 16 000 places et à remplir un stade de 16 000 places, eh bien, on aura, avec la volonté de tous, on aura un stade de 23 000 places avec ces 4 tribunes couvertes. Je pense, je ne vais pas vous dire demain ou après-demain, mais il faut que ce soit le projet aujourd'hui. Il nous faut un stade plus grand avec 4 tribunes couvertes et un stade digne
d'un vrai club de Ligue 1. Je vais juste rajouter une chose, c'est qu'il faut dire les choses, il faut répondre à toutes les questions. Bon, tu parlais de l'éclairage. Il y a eu une période, il n'y a pas si longtemps, c'est à peine quelques mois. Donc la question a été posée par la CAB en demandant est-ce qu'on a un éclairage suffisant? Il n'y était pas. Donc la solution de garder les pylônes, ça permettait de monter les luxes aux normes. Sinon, il fallait absolument mettre des pylônes à l'arrière de la tribune ouest et à l'arrière de la tribune est, vous voyez, des systèmes de pylônes uniques qui viendraient au-dessus des buts. Donc ça coûtait un bras encore, évidemment. Donc on est allé plus vite que la mesure, donc il fallait avoir les luxes demandés. Donc la solution rapide pour qu'on soit conforme, et la solution qui permettait d'attendre, c'était de garder les pylônes. Donc bon, ça, c'est pas forcément la meilleure solution, mais ça permet aussi de prévoir l'avenir en disant on n'a pas investi trop d'argent. Alors je ne parle pas pour la CAB, hein, je dis on, en général, hein, le club, la CAB et tout le monde. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent pour être aux normes pendant une période donnée, mais ça permettra aussi de pouvoir démolir la tribune ouest, donc les pylônes, et de pouvoir agrandir le stade comme on le souhaite tous. Voilà. Jusqu'à ce qu'on puisse demain faire un projet, tous ensemble, d'agrandir le stade et le couvrir du côté de la tribune est et de la tribune ouest. Non mais les pylônes aujourd'hui, pour avoir les luxes demandés, sont impératifs. On n'a pas les moyens sur les tribunes nord et sud, sur les rampes, de pouvoir amener le luxe demandé. Parce que techniquement, c'est compliqué. C'est pas de rajouter des projecteurs sur la tribune actuelle en nord ou en sud qui permettront d'avoir les luxes. Parce qu'il faut un débord sur les côtés nord, côté est et ouest de chaque tribune pour pouvoir avoir les verticalités qui demandent. Donc c'est pas possible techniquement. Donc aujourd'hui, techniquement, on est obligé de garder les pylônes. On continue sur le stade. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure au sujet du nettoyage et de l'entretien du stade. On nous a fait remonter le stade n'était pas forcément très propre. On nous a dit tout à l'heure qu'apparemment la société maintenant était à l'heure et que c'était mieux. Et donc la question c'était de savoir est-ce qu'il y a un contrat justement pour le nettoyage du stade pour tous les matchs. Est-ce qu'avant les matchs le nettoyage est fait? Et on parlait d'une question qui était posée, pourquoi n'y a-t-il jamais de savon dans les toilettes? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le club a deux fournisseurs en ce qui concerne les sociétés de nettoyage. Donc, deux sociétés de nettoyage interviennent à charge du club pour le nettoyage du stade. Alors, comment on procède? Le lendemain du match, elles enlèvent le gros, je dirais. Et puis comme les matchs sont très espacés, il ne servira à rien de nettoyer le stade le lendemain du match si les 15 jours qui suivent, il pleut, il vente, ceci et cela. Donc le lendemain du match, le gros est fait. Et le jeudi, d'ailleurs aujourd'hui l'entreprise était présente au stade. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup de bons retours, sincèrement. L'entreprise était au stade et donc les 48 heures qui précèdent le match, l'entreprise, je dirais, finalise et fait ce qu'elle doit faire. Voilà. Nous, aujourd'hui, les infos qu'on a, c'est que très sincèrement, il y a quand même du mieux. Alors, très honnêtement, je ne sais pas s'il y a du savon ou pas dans les toilettes, mais s'il n'y en a pas, la remarque est très pertinente. On fera en sorte d'installer de mettre du savon à disposition des gens qui vont en toilette. Et voilà, nous je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être faire à la limite, on pourrait peut-être faire le tour ensemble, 48 heures avant un match ou avant un match, faire un tour avec des représentants de supporters, faire le tour des 4 tribunes, faire un constat commun avec l'entreprise qui est chargée du nettoyage. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont extrêmement compréhensifs, ce sont des gens qui depuis des années mettent beaucoup de moyens en œuvre, et cette année encore plus. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, et aujourd'hui, le travail qui en ressort à la fin, il n'est pas si médiocre de là, il n'est pas si médiocre que ça, pardon, loin de là. Donc, je peux confirmer aujourd'hui qu'à tous les matchs, c'est dans chaque match.
Moi, j'ai pu constater, bon, après le match de Paris, donc, le match qui a suivi, c'était bien. Moi, j'ai pu constater, mais bon, là, on n'avait pas la certitude parce qu'on s'est dit que bon, on a mis tellement de bordel qu'il fallait bien l'enlever, c'est quasiment obligatoire. Donc voilà, si vraiment c'est à tous les matchs, bon, la question ne remontera peut-être pas à la prochaine réunion. Pourquoi tu es en train de me dire que contre Metz, il y avait non, parce que je peux vous dire que le travail qui a été fait entre le lundi et le mardi... Dans le travail, je l'ai vu parce que bon, le matin du match, j'ai été fumer ma cigarette avant de travailler comme d'habitude, comme un dépressif, mais bon, c'est comme ça. Et je les ai vus nettoyer. Donc bon, c'est fait à tous les matchs et je te dis, le Sporting a deux fournisseurs. Alors on va essayer d'accélérer un peu le rythme parce qu'il nous en reste beaucoup et je sais que tout le monde a faim, hein, surtout là-bas à gauche. Alors, la question suivante, ça pose un point très important sur lequel notre collectif s'est énormément battu ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est celui du stationnement. C'est le stationnement, non seulement au bord de la RN 193, mais aussi aux alentours du stade. Alors tout d'abord, ça nous permet de faire un point parce que faut que les supporters sachent que M. le Préfet, donc, qui avait été directement interpellé après les incidents contre Paris, a proposé une réunion aux représentants du collectif et à Bastia 1905. Alors, moi je vais expliquer en quelques mots là où on en est au niveau du stationnement. Et ensuite, il faudra que le collectif, exceptionnellement en cours de réunion, vote savoir si le collectif sera à cette réunion ou pas. Parce qu'on est un organisme collégial, démocratique, un représentant du collectif ne peut pas aller rencontrer le préfet si les membres ici présents, c'est-à-dire toutes les personnes, ne sont pas d'accord. La première annonce qu'il y a à faire, c'est que c'est passé un peu à l'as dans les incidents, après les incidents contre Paris. Le préfet a d'ores et déjà pris la décision de ne plus verbaliser les véhicules correctement garés au bord de la RN 193. C'est une annonce importante, il l'a dit. Il a dit, il a repris in extenso, tu y étais Pierre-Marie, en réunion à la préfecture, la proposition que nous avions faite, c'était pas une proposition, c'était même une exigence, était de dire que, ok pour que les stationnements dangereux soient pénalisés, ok pour que les personnes qui bloquent les entrées et sorties des propriétés privées soient pénalisées, mais que ceux qui étaient correctement garés n'avaient pas à avoir des amendes. Donc, d'ores et déjà, pour le match de 3, les supporters doivent savoir qu'ils pourront se garer au bord de la RN 193 sans être verbalisés s'ils sont correctement garés. C'est une victoire pour nous. C'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre qu'il y ait des incidents contre Paris, mais il y a 1 mois et demi, c'était quelque chose sur lequel on ne pouvait pas obtenir des résultats. Donc ça va permettre quand même d'avoir un ballon d'oxygène. Il faut savoir que contre Metz et contre Paris, il y a des gens qui ont été verbalisés. Visiblement, les consignes n'avaient pas été trop comprises, donc le préfet est intervenu en interne pour dire qu'il ne voulait plus que ça se reproduise si les gens n'étaient pas en infraction. Voilà, donc il y a un message à faire passer. Contre 3, vous pouvez vous garer au bord de la RN 193, et si les PV sont mis, à ce moment-là, il faudra venir contacter le club, et on fera en sorte que ça cesse définitivement, mais normalement, il ne devrait plus avoir de problème. Alors, concernant la réunion avec le préfet, cette réunion a été demandée par lui-même pour mettre, je le cite, tous les problèmes sur la table. C'est-à-dire le problème du stationnement, évidemment, le problème de la gestion des incidents après le match contre Paris, la question de la desserte du stade, y compris celle des chemins de fer de la Corse, où pour l'instant nous sommes dans une situation de blocage. Donc l'entretien qu'ils nous proposent, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est les représentants des structures de supporters, c'est pour mettre tout ça sur la table. Et qu'ensuite, nous, bien entendu, nous rendions compte au reste du public de ce qui a été dit. Donc sans perdre trop de temps, est-ce que les gens qui sont ici présents sont d'accord pour que le collectif soit représenté à la réunion qui aura lieu lundi soir à 18h30? Si le collectif est OK. On met au vote. Bon, c'est voté. Merci. Donc je poursuis sur ce thème. On sait qu'on a un problème très important d'espace de stationnement. Double problématique. La première, c'est qu'il y a des terrains privés, notamment l'ancien parking du club dans les années 80 qui était géré par les socios. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez contacté le propriétaire privé pour lui demander de mettre à disposition rapidement cet espace? Aujourd'hui, on a contacté, je pense, la totalité des personnes qui peuvent nous aider sur un match.
Je pense que tous les parkings à 1 km à la ronde ou même plus, puisque on a aussi contacté le parking, et tu es bien passé pour le savoir, de la Polytechnique. Donc tous les gens qui à un moment donné peuvent nous aider en matière de place sur ce type de parking le jour des matchs ont été contactés. Donc moi ce que je peux te dire c'est qu'il y aura d'autres réunions à venir sur le stationnement, parce que tout ce que tu as dit, c'est vrai, ça nous a été confirmé pas plus tard qu'hier à 17h par le préfet de Haute-Corse, et qu'à la préfecture, on est conscient qu'il y a un sous-dimensionnement terrible sur le nombre de places de stationnement qu'il faudrait par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà, maintenant, c'est un problème qu'on ne pourra pas régler demain, mais encore une fois, tant qu'on n'en parle pas, on ne le réglera pas. Et la meilleure façon de le régler, c'est d'en parler le plus rapidement possible et d'en parler à l'ensemble des parties concernées, effectivement. Et je peux te dire que l'ensemble des personnes ont été concertées, et je n'ai pas souvenir de gens qui nous aient dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ou ceci ou cela. Maintenant, le problème qu'il y a sur certains parkings, c'est qu'il faut les remplir, mais déjà il faut les remplir de manière correcte, et puis surtout après il ne faut pas que ça serve il ne faut pas que ça fasse encore plus de panique qu'il y en a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est aussi un problème de personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un parking est plein, il faut des gens pour dire voilà, ce parking il est plein, il faut rentrer. Si on dit vous pouvez vous garer là, que le parking se remplit et que la voiture qui arrive, le parking est plein, eh bien, elle ne trouve rien de mieux à faire que de se mettre en plein milieu parce que ce parking précis est plein, eh bien, on retourne sur le même type de problème que l'on a aujourd'hui. Voilà, tout simplement. La deuxième question, ta réponse est claire, mais la deuxième question, c'est nous, on ne va pas rester sans agir. Il faut comprendre que, par exemple, au niveau de ce qui est du chemin de fer, les réponses qui nous sont faites sont inacceptables. C'est-à-dire qu'on nous met en avant une situation tiers-mondiste, des rames, des moyens, etc. Bon, nous, on estime que, vu le nombre de millions d'euros qu'a coûté le chemin de fer, c'est quand même largement temps qu'il serve à quelque chose, à la fois pour les Corses, mais aussi pour les supporters. Et je peux vous dire qu'on ne lâchera pas l'affaire là-dessus. Moi, la seule question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on pourra compter sur le club pour tout type d'action auprès à la fois des structures donc type chemin de fer, mais aussi des collectivités. Parce qu'autour du stade, il y a des terrains qui appartiennent aux collectivités. Et nous, aujourd'hui, comme pour vous, le temps presse. Parce qu'il en arrive à une situation de saturation complète. Aujourd'hui, restationner de nouveau à la RN 193, c'est pas mal, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et on le redit, il y a énormément de communication à faire sur l'utilisation des parkings, notamment ce parking de la Tribune Est, où il faut absolument qu'on dise aux gens de Bastia de ne plus y aller parce que c'est eux qui créent les embouteillages en partant. Tout ça, il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure, et c'est ce que le collectif dira lundi soir à monsieur le préfet. Mais pour ce qui est d'éventuelles actions, est-ce que vous pouvez confirmer devant les supporters ici présents et aussi ceux qui nous regardent sur Internet que le club participera aux côtés des supporters à toute action de ce genre? Oui, je pense que la réponse est dans la question. Bien évidemment, le club a toujours été aux côtés de ses supporters, et les supporters ont toujours été aux côtés du club sur un moment difficile. Il est évident que c'est un problème crucial, c'est un problème de sécurité, c'est un problème quelque part aussi commercial. On ne va pas se le cacher. Moi, hier matin, j'ai vu arriver, puisqu'a priori les PV de PSG sont arrivés hier matin, j'ai vu arriver 3 personnes au stade avec 3 PV du PSG. J'en ai parlé hier après-midi à monsieur le préfet, et je vous assure que monsieur le préfet a tout fait pour que ces PV soient annulés, parce que ce n'étaient pas des stationnements dangereux. Malheureusement, aujourd'hui, la technique et l'informatique sont aujourd'hui plus dures que peut-être l'être humain, parce qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible, même par la volonté d'un préfet, de pouvoir annuler une contravention. Donc aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a un problème, il faut qu'on en soit conscient nous aussi. Le club a été mis en copie nous a mis en copie de la réponse qui vous a été faite par les chemins de fer. Très franchement, j'ai trouvé cette réponse, parce que je sais que le courrier qui leur avait été adressé était très complet et très explicatif sur ce qu'on attendait d'eux. Très franchement, j'ai trouvé leur réponse à la limite de l'indécence. On nous a envoyé un peu bouler, je dis oui, parce qu'encore une fois, sur ce dossier-là, on est ensemble. Voilà, maintenant, c'est un point important, parce qu'encore une fois, on parle de sécurité, on parle d'accès au stade, et si demain, tout à l'heure on le disait, si demain on veut un stade encore plus grand, si on veut encore venir plus de monde, il
faut bien prendre en compte ce qui ne s'est pas fait avant. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait ce stade, on n'a pas pris la mesure de ce que pourraient être ces problèmes de stationnement. Si demain on veut un stade plus grand, il est temps de prendre de suite ces éléments en considération. Question, alors, la question qu'on s'est posée tout l'été, hein, question de grillage. La CAB a changé donc une partie du grillage d'une partie de la tribune Est, on dira, en disant que c'était comme ça. C'était la Ligue qui avait demandé, la préfecture qui avait demandé qu'il fallait du grillage serré, c'était la nouvelle norme ici et là. Or, de l'autre côté, la même tribune Est, même s'il y en a deux, il n'y en a qu'une, mais bon. Non, il est bon, il est bien avec les grosses mailles en haut. Bon, aujourd'hui. Non, enfin, hors caméra, on dira que le grillage a subi quelques aménagements nécessaires à notre bien-être. Mais bon, on n'y voit rien. Derrière, si vraiment c'est la nouvelle norme, que c'est partout, on dit bon, c'est moche, c'est dégueulasse, mais c'est la norme. Là, non, c'est juste pour nous. Alors, est-ce que la norme ne concerne que nous? Ou est-ce que la CAB a décidé de vraiment de nous emmerder, hein? Il faut dire les choses comme elles sont, parce que là, c'est impossible. Maï, moi je te promets que la seule chose qu'on peut te promettre ce soir, c'est que demain matin, ce point sera abordé avec le service technique de la CAB, qu'on attendra une réponse claire de leur part, et que si demain on a, parce que je vois pas pourquoi d'un côté de la tribune on a des mailles, je dirais un peu attention, qu'il ne vienne pas l'idée de mettre les mailles serrées de l'autre côté, comme ceux qui prennent des réflexions lourdes, hein. Ah ben, c'est bon. Non, mais on abordera le problème demain. C'est certain qu'on s'est déplacé derrière ce grillage, effectivement, c'est très 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 difficile. Et on s'est caché aussi derrière la sécurité. Il faut savoir que ce grillage, alors l'ancien il bougeait, mais celui-là il bouge tout autant. Il est neuf et il bouge tout autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de sécurité, c'est faux. C'est complètement faux. Il bouge énormément. Tu t'en aperçois bien plus facilement quand tu es en haut d'ailleurs. Mais il bouge. J'ai fait le tour pas plus tard que ce matin et je suis allé me rendre compte de ce que tu es en train de dire. Donc effectivement, il y a encore un poteau qui est, je dirais, là où vous êtes, là où il n'y a pas les sièges, hein, sur la partie gauche, plus vers le but, il y a encore un poteau qui est un peu désolidarisé du béton et qui bouge un peu. Mais il y a encore des morceaux de grillage qui sont accrochés au fil de fer, malgré le fait que ce soit neuf, c'est encore du fil de fer, je te rassure. Je l'ai vu. Donc ce poteau, demain matin, on va montrer ça au nom de la CAB et on va essayer de faire réparer tout ça. Après, je voulais juste dire aussi que pour le match de Troyes, les grillages qui séparent l'ancien secteur visiteur sud, donc avec la tribune sud, sera enlevé pour ce match. Donc ce sera fait pour le match de Troyes. Je m'y engage. Il ne restera en place que les poteaux. Les petits poteaux qui accrochent les grillages. Mais on enlèvera tout sera numéroté et remis en place éventuellement si on a un besoin. Parce qu'il faut qu'on sache aussi que le secteur visiteur sud est toujours en vigueur. On a officiellement au club aujourd'hui 2 secteurs visiteurs. On a le secteur visiteur sud et le ouest qu'on a créé. Ce qui nous permet de gérer le flux. Mais bon, on va les enlever, on va les numéroter, on va lever les grilles, et on les mettra que s'il y a besoin de les mettre. Alors j'ai la parole, je la garde, je parle un peu de sécurité, je voulais parler aussi du problème du... À moins que ce soit dans les questions, le DOS, non? Pas du tout, non. Alors je vais quand même... je garde la parole, non, on s'en fout pas. Non, il faut juste préciser que la préfecture et la Ligue n'ont pas accepté le poste de M. de Graziani, comme DOS. C'est directeur de l'organisation de la sécurité, c'est ça? Un jour. Ouais, c'est ça, directeur de l'organisation de la sécurité. Et aujourd'hui, qui est cette fonction, c'est moi. Donc je suis le seul DOS de France qui a pris 6 mois de suspension. Mais c'est pas grave, on va assumer cette fonction. Mais c'était pour préciser que Pascal Graziani, aujourd'hui, n'est pas le DOS officiel du club, c'est moi qui le représente, qui représente